0 à 80 000 personnes en un an sur LinkedIn, je sais pas si ça a été fait en tout cas en France. Quand j'ai commencé LinkedIn, j'ai vu que ça marchait bien. Je me suis dit, je sais que ça, c'est plus de valeur que mon diplôme, que j'ai payé 36 000 €. Au bout de 3 mois de mon stage, je me suis dit non, en fait c'est pas possible. Je voyais pas du tout d'intérêt dans ce que je faisais. Quand tu te lances sur LinkedIn, t'as deux postures parmi lesquelles choisir, l'explorateur et l'expert. Voilà, faut que je le dise parce que c'est une vérité qu'on a les femmes. Par exemple sur LinkedIn, ça m'est arrivé de des fois photoshopper mon haut ou même je me change avant une photo pour être sûre qu'on vienne pas me parler pour ça. Avant de commencer, je voulais te partager un outil qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur indépendant. Time. J'ai toujours détesté l'administratif et je perdais un temps fou à faire mes devis, faire mes factures, les stocker, les envoyer. Depuis plusieurs mois, j'utilise Time, qui est le logiciel de facturation gratuit le mieux noté du marché. Ça me prend littéralement 30 secondes de créer une facture officielle, ils ont un compte pro pour les indépendants et des outils intégrés avec les experts comptables. Bref, j'aurais bien aimé le connaître plus tôt dans mon parcours d'indépendant, c'est pour ça que je suis ravi de collaborer avec Time, qui est mon partenaire sur cet épisode, et de vous le partager. Si vous êtes freelance ou entrepreneur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Concrètement, ça veut dire qu'il y a leur logo qui s'affiche en bas de l'écran pendant l'épisode. Je mets aussi leur lien en description pour celles et ceux qui veulent gagner des heures sur leur devis et leur facture. Eh ben salut Mathilde. Salut Mathieu. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Bonne Réputation. C'est trop cool de te voir ici. Avec plaisir. Et ouais, je suis trop content parce qu'on s'est rencontrés, on a bossé ensemble. J'ai été ton client en novembre dernier. Là, on est en février 2024. Et le fait de bosser avec toi, ça m'a permis de te découvrir. D'abord de te découvrir par des chiffres. Genre, j'ai vu que c'est le moment où j'ai découvert que tu avais fait de 0 à 80 000 abonnés sur LinkedIn en un an, donc what the fuck. et au-delà des chiffres, quand j'ai creusé un peu, ce que j'ai vraiment adoré chez toi, c'est t'as une audience impressionnante, mais le comment tu l'as fait, c'est vraiment intéressant, je trouve. Notamment dans la posture que tu prends, la posture d'exploratrice, qu'on pourra opposer, on va peut-être en parler pendant l'épisode, à la posture de l'expert, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui, comme toi, arrive à vivre des aventures, raconter ses aventures, et trouver, en parlant de soi et de ses aventures, un écho chez autant de monde. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui nous écoutent. Il y a pas mal d'entrepreneurs et d'indépendants qui nous écoutent. Ce podcast, c'est Bonne Réputation, on parle de personal branding, donc des gens qui veulent se lancer ou prendre la parole. Et en fait, beaucoup de gens sont bloqués par le « j'ai rien d'intéressant à dire » ou j'ai pas envie de parler de moi, ça va pas intéresser les gens. Et toi, tu as pris cette démarche d'exploratrice où finalement, quand même, tu parles de toi et tes aventures. Et t'as trouvé un écho avec un Stade de France. Donc je crois que on remplit pas un Stade de France. C'est 80 000 personnes, le Stade de France. Donc et je crois que maintenant, peut-être qu'elle a même augmenté ton audience LinkedIn et on parlera de tes autres canaux. Mais donc, voilà, je trouve ça après assez impressionnant. Et le comment m'a interpellé et je pense va pouvoir aider du monde. Mais avant de revenir sur comment t'as fait, je vais te laisser te présenter. Yes. La question fatidique. Qui es-tu, Mathilde ? Donc je suis créatrice de contenu sur LinkedIn comme tu l'as dit et Instagram un peu maintenant. Je parle de mes voyages seuls, je parle d'introspection, à l'époque même je parlais de ma vie étudiante et c'est globalement ce que je fais de mes journées. J'arrive à le monétiser un peu à côté en vendant du service comme on l'a fait ensemble sur des compétences que j'ai développées donc LinkedIn et aussi un peu de sponsor grâce à mes communautés. Voilà. Trop bien. Et mais si on fait un point juste sur ton audience actuelle, parce que moi je donnais un chiffre qui est peut-être erroné ou vieux. Non, t'es sur vieux. quelle, comme tu arrives à monétiser ça, t'es sur quelle présence sociale, si on fait une petite photographie de où tu es et combien, enfin ton audience, ça représente combien de personnes ? J'ai cumulé 100 000 personnes, dont ma majorité de mon audience qui est sur LinkedIn, donc 85 000. Et sur Instagram, j'ai commencé il y a 3 mois. Et c'est allé plutôt vite, je suis à 17 000 personnes. Ouais, j'ai bombardé sur Insta. Et toi, en fait, partout où tu arrives, tu vas très très vite. Parce que je pense que 0 à 80 000 personnes en un an sur LinkedIn, je sais pas si ça a été fait, en tout cas en France. Hein. Ouais, je me rends compte maintenant parce que maintenant, ma croissance s'est ralentie, donc je suis à 85 000. Donc ça fait 1 an et demi. Ma croissance est ralentie, je me dis, mais la première année, c'était fou. Oui, parce que tu as démarré il y a 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Waouh. Moi, j'y suis depuis 2012 sur LinkedIn, les gars. J'ai 15 000 personnes. Il va falloir que je comprenne un truc. Je sais pas, j'ai bénéficié, je pense, je connaissais pas trop LinkedIn, donc j'y suis allée un peu avec ma naïveté. J'ai pas cherché je savais pas qu'on pouvait développer une audience comme ça, en fait.
Donc j'y suis allée un peu sans me poser de questions, sans me prendre la tête. Ouais. Et voilà. Et sinon, niveau audience, donc j'ai une newsletter qui s'appelle Le Carnet de Mathilde, où là j'ai à peu près 1500 personnes. Je l'ai relancée cet été. C'est globalement mon journal intime. Un jour par semaine, chaque mardi, ouais. J'envoie un peu mes sujets du moment, ce que je suis en train de faire, une réflexion. Et je développe un nouveau réseau social qui est Threads. Je sais même pas si on prononce comme ça. Si, je crois que c'est ça. Ouais. Je suis pas dessus. Et là, en fait, j'ai fait LinkedIn, Insta. Je commence à bon, ça on pourra en revenir un peu, mais je commence un peu à me lasser des deux. Donc là, j'essaie un peu de développer Threads. Bon, après, c'est le début, donc c'est un peu pour le fun. Et je suis à 5000, un peu plus de 5000 personnes là-bas. Et 1500 dans ta newsletter. Ouais. Ok. Déjà, ce qui est intéressant, et ça, j'aime bien à chaque fois le noter avec les invités, c'est que tu les as fait globalement un par un. Tu as fait LinkedIn, là, Insta, etc. C'est super dur de aller vite, mais tout faire en même temps, c'est super dur. Et ok, merci pour la photographie de ton audience, c'est super intéressant. Et en tout cas, je constate que ce soit sur LinkedIn ou Insta, tu vas quand même très vite à chaque fois. Et juste à noter que 85 000 personnes sur LinkedIn, c'est genre pas du tout 85 000 sur TikTok ou Insta. C'est monstrueux, quoi. C'est vraiment impressionnant. Un abonné LinkedIn est plus dur à avoir en principe tu sais, que sur Insta, les autres. Ça dépend. C'est vrai, c'est dur aussi. Non, je vais pas dire que c'est dur, mais j'en vois pas du tout le même contenu sur Insta, mais ça me prend peut-être autant de temps, je crois, que LinkedIn. Et je pense qu'il y a des personnes qui galèrent sur Insta alors qu'ils sont forts sur LinkedIn, tu vois, parce que c'est pas du tout les mêmes codes. En fait, je sais pas s'il y a un truc qui est plus simple. Peut-être TikTok c'est un peu plus simple, mais tout dépend en fait de ta capacité pour le commun des mortels, je vais dire, mais pour toutes les personnes, je pense que c'est plus dur. On peut croire que c'est plus dur sur LinkedIn parce que les personnes le font moins, parce que ça fait plus peur peut-être de venir sur LinkedIn parce qu'on sait pas trop qu'on peut développer une audience là-bas encore, je crois. Peut-être. Puis il y a aussi un plafond structurel. Je crois que le plus gros, LinkedIn, le plus gros compte français, il a 400 000 personnes, je crois. Oui, c'est vrai. Et donc je pense qu'il y a quand même aussi structurellement un truc structuré qui fait que je sais pas, tu peux pas sur Insta, t'en as quand même qui ont 1 million d'abonnés, t'en as pas sur LinkedIn, en tout cas pas en France, quoi. Oui, c'est pas la même chose. Par exemple, sur Insta, t'as 80 000 abonnés, ok, bon, tu fais partie des petits encore. Que sur LinkedIn, t'as quand même plus d'impact en ayant 80 000 abonnés que... Je suis plus fière de mes abonnés sur LinkedIn que sur Insta, ça c'est sûr. Mais bon, sur Insta, c'est que le début, je pense. Ouais, je pense. J'essaye. Non, mais trop cool. Avant de revenir sur merci pour ce petit point, pour voir où t'en es, et ceux qui te découvrent, celles et ceux qui te découvrent, ils vont pouvoir aussi aller regarder. Avant de poser la question du comment, je voulais juste te poser la question du pourquoi. Parce que t'as dit au début, tu parlais de tes études et tout, donc en gros, t'es étudiante. C'est il y a pas si longtemps, t'as dit que tu t'es lancée il y a 1 an et demi. En fait, pourquoi t'as choisi de te lancer et de prendre cette voie plutôt que de... je crois que tu faisais des longues études plutôt que de prendre la voie du CDI, et en fait LinkedIn c'est pour trouver un job, quoi. À la base, moi j'étais dans la voie du CDI full. Et l'histoire de LinkedIn, souvent aussi on me demande pourquoi LinkedIn, parce que je rappelle, je parle de voyage seul et d'introspection. Donc a priori quand t'as 22 ans, on t'attend plus sur Insta que sur LinkedIn. L'histoire, c'est que je suis partie voyager pendant 6 mois et au moment de rentrer en France, je rentre à Paris, j'ai un stage à la BNP dans les bureaux, à Levallois, et je me dis, waouh, j'ai vécu un truc de fou pendant 6 mois où vraiment ça a complètement changé ma vision de ma vie. Je me dis là, faut que je tourne pendant 6 mois en stage. Mais j'étais super contente de mon stage, c'était exactement ce que je voulais, un bon salaire, enfin... C'était valorisant, quoi. Mais je me suis dit, je pense qu'il va me falloir plus parce que là, je viens de vivre 6 mois qui sont incroyables et j'ai envie de raconter aux gens, en fait. Parce que moi, avant, je savais pas qu'on pouvait vivre tout ça. Je savais pas qu'on pouvait... En gros, j'étais partie voyager seule parce que j'avais de l'anxiété et en fait, j'avais réussi à combattre de cette façon. Et je me suis dit, mais s'il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi il y a 6 mois, bah, j'ai envie de pouvoir les aider, etc. Et j'aimais bien écrire, ça depuis très longtemps. Et LinkedIn, c'était le seul réseau où, à l'époque, c'était pas obligatoire, enfin, c'est toujours pas obligatoire, mais de mettre une photo ou de la vidéo. C'était le seul réseau qui valorisait l'écrit par rapport à la photo. Et moi, j'étais plus à l'aise avec l'écrit que la photo. Donc, le premier jour de mon stage, je m'en rappelle très bien, je suis allée au bureau, enfin, dans le métro, j'ai envoyé mon premier post en disant coucou, j'arrive.
Et pendant un mois, tous les jours, avant d'aller au bureau, j'envoyais un post. Un post Tous les par jours. jour pendant un mois, ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et au début, sans photo. Euh, Genre, c'était texte. Non, je dis ça, mais il y avait des photos. Je pense que ça a Ouais. aussi un peu fait la différence parce que j'envoyais des photos de voyage. Je pense que dans ton feed LinkedIn, c'est pas hyper courant. Mais c'était pas comme maintenant où là, quasiment tous mes posts sont avec photo. Ouais. Alors qu'avant, pas du tout. Je mettais une photo quand j'avais envie de mettre une photo, mais c'était Ouais. pas aussi intuitif que maintenant, quoi. Ok, donc t'as démarré en parallèle d'un stage à la BNP pour Ouais. partager tes découvertes, pour potentiellement aider des gens qui n'ont pas fait ces découvertes-là, qui se lancent et qui sont anxieux peut-être. Ok. Et après, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Et aussi, je voulais m'aider moi, enfin, entre guillemets, j'étais déjà dans l'objectif, je savais que je voulais être entrepreneur dans un futur, mais je savais pas quoi, je savais pas, comme plein de gens en fait, t'as pas de projet en Oui. tête. Et je me suis dit, bah en fait, là, j'ai un an, il me restait encore un peu plus d'un an avant la fin de mes études. Et je me suis dit, bah en fait, si pendant un an, je publie sur LinkedIn, bah dans un an, quand j'aurai fini mes études, ce sera cool, je saurai comment. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une croissance comme ça. Je me suis dit, au moins dans un an, je saurai me servir de LinkedIn et je saurai faire. Enfin, j'aurai déjà un pas d'avance avec les personnes qui sortent d'études et qui veulent monter des projets. J'aurai un petit pas d'avance. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Et au bout de 3 mois de mon stage, c'était un stage de 6 mois. Ouais. Je dis non, en fait, c'est pas possible. Genre, je peux pas aller au bureau tous les matins alors que ça me plaît pas du tout. Enfin, Ok, en ce fait, que je fais, ça. Ouais. Je voyais pas du tout d'intérêt dans ce que je faisais. Et pourtant, j'avais un cadre super. Enfin, j'avais un peu je voulais pas partir parce que je me disais, c'est un peu le stage que j'avais rêvé depuis toujours. J'étais bien payée. Je me suis dit, si je pars, c'est quand même. Enfin, ça fait un peu petite fille capricieuse, mais non, je me suis dit, ok, c'est le moment de tenter. Donc, au bout de 3 mois, donc j'avais commencé LinkedIn, j'avais fait 10 000 abonnés en 3 mois. Et je me suis dit, je pars, je quitte. Et là, j'ai monté mon auto-entreprise et j'ai commencé à faire des masterclass, à commencer un peu à faire du service et même juste du call LinkedIn. Donc au bout de 3 mois, quoi. Ok, au bout de 3 mois, tu quittes ton stage. Tu dis, j'y vais parce que ça marche. Enfin, j'ai 10 000 abonnés en 3 mois, donc c'est que ça marche bien. Et là, ouais, tu dois, enfin, pour te rémunérer, etc., tu fais quoi au début ? Alors, j'ai vendu la première chose que j'ai vendue, la première fois que j'ai fait de l'argent par moi-même, c'est une masterclass. Donc, j'ai vendu le ticket 45 €, une heure de masterclass, c'est 30 minutes de questions-réponses, je crois. Ouais. Et j'étais juste en mode, waouh, j'avais tellement peur. Mais c'était ça, donc à 22 ans, je fais une masterclass, les gens avaient 2 fois mon âge. C'était sur quoi ? Bah, c'était sur LinkedIn, en fait. Enfin, comment faire de la visibilité sur LinkedIn. Ok. Donc, c'est quelque chose que je maîtrisais un peu, mais c'était mes débuts. Et après, j'ai vendu du call à l'heure. J'avais mon calendrier ouvert. Mais c'était juste une histoire de 3 mois, entre guillemets, 3 mois où je devais me rémunérer, surtout que j'habitais à Paris. Et après, j'enchaînais sur mon Master 2, quoi. J'avais pas fini les études. Et après, t'as repris, juste, quitté mon stage. Attends, mais là, en fait, il y a quand même... Bon, j'ai une question après sur les peurs, parce que là, il y a un truc... Mais moi, je suis quand même un peu impressionné, parce que c'est... Genre... Déjà, je trouve que c'est assez pétrifiant de se dire, je vais faire une masterclass payante, t'as peur qu'il y ait personne, t'as peur d'être nul, j'en sais rien. Et en plus, tu faisais des calls d'une heure où... Enfin, moi, je trouve que ça fait flipper, parce que... et je me dis, mais moi, en tant qu'étudiant, mais j'aurais eu le syndrome de l'imposteur, mais fois 12 000, quoi. Enfin, les premières personnes qui sont arrivées, qui ont payé, et t'étais stressé ou c'était ok ? Ouais, j'étais stressée. J'avais fait juste pendant... La seule chose que j'avais fait avant, c'était 10 calls gratuits pour des étudiants. Ok. Pour me faire la main. Au début, je pensais faire un service pour les étudiants, parce que j'étais étudiante. Ouais. Après, je me suis dit non, ça m'intéressait pas vraiment, parce que les étudiants, ils cherchaient un stage. Enfin, et du coup, moi, c'était pas du tout là-dedans que j'avais des compétences, quoi. J'allais pas t'apprendre à chercher un stage sur LinkedIn, c'était pas du tout ce que je savais faire et ce que j'avais envie d'apprendre aussi. Moi, je voulais t'apprendre à faire de bons posts, à bien écrire, à faire de la visibilité. Ouais. Et en ça, j'avais pas trop un problème de légitimité. Je crois pas, parce que je savais quand même que j'avais des compétences que la plupart n'avaient pas.
Donc je me suis dit, ok, pour 45 euros, t'en as pour ton argent parce Oui. que je vais te délivrer de la valeur et c'est pas. Enfin, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait pas ça sur LinkedIn à 45 euros, t'avais pas. Oui, c'est sûr que T'avais pas ça. Donc je me suis dit, c'est aussi un bon moyen de me faire la main, d'avoir du retour client et tout. Et aussi, en vrai, des fois, je fais des choses sans trop réfléchir, quoi. Je me dis, ok, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je me teste sur un nouveau truc. J'avais annoncé ma masterclass, vendu ma masterclass, j'avais pas créé encore la masterclass, j'avais pas créé le PowerPoint et tout. Ouais. Je savais pas encore comment j'allais organiser ça, mais je me suis dit, une fois que je m'engage, je vais devoir le faire, je vais devoir assumer. C'est comme tous les trucs, par exemple, quand je fais une conférence, j'accepte et 3 jours avant, je suis en mode qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est comme ça qu'on avance. Donc, je sais pas, je crois que sur les réseaux, ce qui est cool, c'est que, par exemple, dans mon stage, des fois, je me sentais un peu inférieure parce qu'il y a des choses que je comprenais moins parce que c'était des trucs techniques, etc. Là, sur LinkedIn, je savais que j'avais plus de compétences, enfin, que j'avais des compétences que je pouvais aider des personnes. Donc, j'avais pas ce problème de légitimité. Ok. Et quand... ouais, parce que il y a le truc d'avoir des compétences et il y a le truc de... Est-ce que je vais délivrer assez de valeur dans 1 heure? Parce que en 1 heure, tu fais pas non plus... Enfin, tu fais pas non plus du taf pour la personne. Tu lui transfères des connaissances. Enfin, il y a toujours... Enfin, tu vois, c'est ça aussi, tu vois. Est-ce que je vais réussir, au-delà de moi, d'avoir des compétences, à transmettre suffisamment de valeur? Et ça, c'est chaud, quoi. Ouais, faut renvoyer. Ok. Mais non, mais trop cool. Donc ça, c'est comment tu t'es lancé. Et ouais, moi, j'avais la question, du coup, plus globale, au-delà des chiffres. Donc, tu as une super audience. T'en vis aujourd'hui, du coup? Enfin... Ouais, j'ai fini les études donc en octobre dernier. Donc pendant un an, j'étais en master et en même temps j'avais mon auto-entreprise. Ouais. Donc j'ai continué. Après j'ai vendu un peu, j'ai fait différents trucs en service. J'ai vendu de la formation pour des entreprises, j'ai vendu du script de formation et aussi du service de correction de poste et aussi de l'accompagnement. Mais j'ai toujours essayé de tester différentes choses, de voir sur quoi j'étais la meilleure, sur quoi, qu'est-ce qui aussi me correspondait le mieux. Et donc ça m'a permis aussi d'économiser pendant que j'étais étudiante, ce qui est quand même précieux. J'étais très chanceuse, et à la fois... tu t'es bougé les fesses quand même. Je me suis bougé le cul, je travaillais pas comme une acharnée, j'étais en master entrepreneuriat, donc ça va, c'était pas non plus incroyable, mais j'allais pas en soirée, le soir quand je rentrais, je bossais, même en cours, je bossais pour mes projets, etc. J'avais déjà une vision de long terme pour moi. Mon année d'école, elle s'est un peu arrêtée, mes études sont un peu arrêtées quand j'ai commencé LinkedIn, j'ai vu que ça marchait bien. Je me suis dit, je sais que ça, c'est plus de valeur que mon diplôme. Mon diplôme que j'ai payé 36 000 €. Je précise. T'inquiète, j'ai payé pareil il y a quelques années. Je suis pas encore diplômée, donc voilà, ça va arriver. Mais voilà. Donc je me suis dit, ça a plus de valeur, donc il faut que je développe ça. Ouais. Et l'école, c'est un side. Genre, par exemple, quand j'ai eu mes notes pour dire que j'étais validée, je suis en mode, ok. Bon. Mais t'es allée au bout quand même. Ouais, parce que quand t'as fait... j'ai fait 6 ans d'études, du coup, avec ma prépa. T'as pas envie d'arrêter la dernière année, je suis d'accord. Puis même, je trouve que c'est important d'avoir le choix. Je me dis maintenant, je fais ça parce que j'ai le choix. Et je me dis pas, qu'est-ce que ça aurait été ma vie si... Non, j'ai le choix de ne pas aller dans un job à Paris. Donc je fais ça. Et donc pour répondre à ta question, est-ce que j'en vis? Oui, je vis du service et du sponsoring. Mais je suis toujours en train de tester le business qui me correspond le mieux. J'ai pas encore trouvé le format hyper précis qui me correspond. Et aussi, je suis quand même jeune entrepreneur, entre guillemets. Donc, je me suis pas encore pris beaucoup de portes, mais je sens que ça va arriver. Donc, je me dis, là, j'ai envie de tester, de tester mes capacités entrepreneuriales. Parce qu'en fait, quand tu es étudiant et tu entreprends, j'étais un peu dans un cocon où tu fais de l'argent, et c'est cool. Mais du coup, je me sentais valorisée. Je fais des gros mois, trop bien et tout. Parce que maintenant, c'est mon job. Et c'est totalement différent. Avant, je me contentais de l'argent que j'avais quand j'étais étudiante, parce que c'était quand t'es étudiante d'avoir ça. Maintenant, non, je fais pas autant d'argent que... C'est pas mes ambitions, je suis pas encore à la hauteur de mes ambitions, quoi. Mais ça va arriver, je me laisse du temps, c'est pas mes priorités pour le moment. Ok, et par rapport aux ambitions, ça c'est un truc que t'es ok de partager. Enfin, là aujourd'hui, donc t'as 24 ans, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, t'es
t'es même pas encore diplômé, enfin t'as fini tes études, le diplôme va arriver, j'imagine cérémonie bientôt, ils font souvent un peu en décalé. D'ailleurs c'est le hack, c'est un hack des écoles, j'ai compris pourquoi ils faisaient les cérémonies en décalé. Dis-moi. C'est que pour que officiellement ils disent on a tu sais tant d'étudiants embauchés qui sont déjà en CDI au diplôme. En fait les écoles elles repoussent au max la cérémonie diplôme pour que le taux de... dans les classements en fait le taux d'embauche à la sortie il faut qu'il soit bon, et plus tu repousses plus tu as un bon taux d'embauche à la sortie. C'est vrai, je savais même pas. Ok. Parce que c'est en juin je crois, donc c'est super loin. Mais moi mon école avait fait ça aussi, j'étais diplômé limite l'année d'après, et ouais je digresse carrément, mais là du coup t'as 24 ans donc t'as fait de l'argent en tant qu'étudiante, tu testes plein de formats, plein de services, et d'ailleurs il y a un truc super cool que tu fais je trouve et qui est important, c'est souvent ce qu'on appelle le reverse marketing ou stratégie inversée, c'est tu vends quelque chose avant de le créer, quoi. Tu vends une masterclass, s'il y a de la vente, tu vas la créer. Et je pense que c'est une bonne manière aussi de faire et de tester. Et c'est surtout une bonne manière quand tu as une audience, en fait. C'est ok, je poste, je vois, puisque j'ai une audience, si ça répond, j'y vais. Et du coup, ouais, mais aujourd'hui, tu as déjà une super audience. Donc, tu es quand même assis sur un tas d'or, tu l'as dit. Ça vaut beaucoup plus qu'un diplôme d'avoir une audience de 100 000 personnes. Tu sais que si, quoi que tu lances, tu as des gens qui vont le voir. Et du coup, je me posais la question, tu as ça, tu peux capitaliser là-dessus. Ouais, c'est quoi ton ambition à long terme, du coup L'ambition de CA ou l'ambition générale. Ça peut être du CA ou du... Enfin, ouais, c'est quoi ton ambition ? Parce que t'es déjà arrivé à un stade que beaucoup veulent, c'est-à-dire j'ai l'ambition de créer une super audience pour pouvoir justement avoir cette liberté de tester des projets et de voir s'ils marchent, parce que quand t'as 100 000 personnes, si ça marche bien, t'as beaucoup de répondants, si ça marche pas, tu le vois tout de suite, tu vois. Tu sais que des fois, je me dis, c'est peut-être enfin, c'est pas un piège, mais des fois, je me dis, j'ai peur de me casser la gueule en public, tu vois. Ah ouais, ok. Je me dis, maintenant, du coup, enfin... Je sais pas, c'est comme si c'était plus compliqué l'échec, mais ça c'est entre moi et moi. Je pense que en fait il y en a plein qui ont des super audiences, ils font un produit, ça se vend pas, personne le sait. En fait il y a que qui le savent. Tu sais pas quand un produit se vend, un service se vend ou pas. C'est vrai. Mais moi j'ai ce truc de non, en fait j'ai une grosse audience, je peux pas me planter publiquement. C'est un truc à déconstruire, parce que comme je l'ai dit, surtout que en fait quand tu vois, c'est ce que j'ai vu ces derniers mois, ce qui est trop intéressant, j'ai passé beaucoup de temps avec des entrepreneurs. Tu vois que même les meilleurs entrepreneurs, ils ont des problèmes d'argent, ils se plantent sur des trucs, il y a des trucs qui ne marchent pas. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre. Je me dis, en fait, il faut que je fasse le plus d'erreurs possible pour avoir une version finale qui est la meilleure, en fait, pour moi. Quelle est mon ambition ? J'ai pas d'ambition de CA. Ça n'a pas été beaucoup ma priorité, l'argent, ces derniers temps. Je gagnais assez pour vivre et voilà, je me prenais pas la tête. Et pour voyager. Mais je mettais pas énormément de côté, enfin je vis pas non plus de façon délurée, mais là du coup je suis en train de me dire que en 2024 l'une des prios du coup sera un peu développer le business, qui était pas avant. Je faisais du business mais comme ça, enfin en mode ok c'est cool, j'aime bien, et je le faisais pas vraiment pour des ambitions. Je me dis tiens ce mois-ci je vais faire tant, non pas du tout. Donc là, je me dis, j'aimerais bien, parce que j'ai des projets j'aimerais bien être plus ambitieuse dans mes projets, dans mon niveau de vie et tout, enfin, ce qui est assez normal. Okay. Mais en même temps, des fois, je me contredis, parce que des fois, je me dis, ok, ça va être ma priorité, ça va être le business, etc. Et en même temps, j'ai d'autres projets perso qui arrivent. Par exemple, en avril, je vais potentiellement être indisponible pendant 1 mois. Partir 1 mois sans connexion, sans rien. Le rêve. Ouais, mais sauf que je me dis... Mathilde, ta prio à la base c'était business. Mais en même temps, quand on me propose ça, c'est impossible que je dise non. Donc je crois que ma prio c'est quand même de faire des expériences de fou. C'est pas non plus, je travaille pas 10 heures par jour du tout, et c'est pas mon ambition. Tu travailles combien de temps par jour aujourd'hui ? Franchement, je sais pas, je saurais pas dire, parce que j'ai envie de dire tout le temps et jamais, tu vois. Y a des moments où je suis sur mon ordi, je sais que c'est du travail, et en même temps, j'ai pas la notion de week-end, j'ai peu la notion de santé, et je pense que c'est pas bien. De soirée, je voulais dire. Si je crois que je suis le plus productive le matin et le soir, très tard. Donc, ce qui fait que souvent l'après-midi, je travaille pas beaucoup. Soit je fais des trucs créatifs, j'essaye de faire un peu de veille sur de la création de contenu, mais je travaille pas beaucoup l'après-midi parce que j'ai un niveau d'énergie qui est beaucoup plus bas.
Donc, je travaille le matin et le soir, ce qui fait que socialement parlant, c'est infernal. Mais bon, c'est pas grave. Et le week-end, pareil, pour moi, je fais pas de différence entre un lundi et un samedi. Ce que je pense qui n'est pas forcément bon. Moi, je constate qu'en fait, se donner, par exemple, des jours de repos ou des jours où tu dis tu fais rien, et que sinon, tous les matins, je me lève avec faut que je fasse ça. Ouais. Et en fait, t'as en tête alors qu'il y a des jours où tu dis ok, j'ai rien à faire, bah tu les profites. Donc, je pense pas que j'ai la meilleure façon de travailler du tout. Je pense pas que je suis la plus productive du tout. Mais c'est sûr que je travaille pas 10 heures par jour. Mais en même temps, quand je suis sur mon téléphone, sur Insta, en train de créer un Reels, je considère pas en même temps que ce soit du travail. Mais en même temps, ça l'est parce que ça contribue à ma stratégie globale. Quand je suis en train de mettre des posts un peu débiles sur Threads, je le considère pas comme du travail, mais en même temps, c'est ma stratégie globale. Donc, c'est un peu difficile d'estimer ça. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais, c'est un peu un piège, j'ai une grosse audience, parce que si je me casse la gueule, je me casse la gueule devant tout le monde. Je voudrais disparaître un mois pour déconnecter, et c'est une expérience de ouf. Et en même temps, ma priorité, c'est le business. C'est quoi Enfin, j'ai une question sur tes peurs, en fait, parce que tu as l'air quand même de ne pas avoir peur de grand-chose. Quand tu dis, je me suis mis à poster un matin, je postais tous les jours, j'ai vendu des masterclass, j'ai pris des appels payants. C'est quoi tes peurs et c'est quoi le rapport que tu entretiens avec elles? Mais tu sais, alors, je sais pas, des fois j'ai l'impression que dans ma tête et ce que je transmets et ce qu'il y a dans ma tête, c'est pas du tout la même chose parce que j'ai l'impression d'être full of peur tout le temps. Même niveau business, souvent je me dis j'ai trop peur que la personne elle se dise du coup je suis pas assez bien, etc. C'est ma plus grande peur qu'un de mes clients me dise en fait ton travail c'est nul. Ça vraiment je me dis non, c'est pas possible. Ça me fait peur. Mais c'est un gros sujet pour moi les peurs, j'adore ce sujet, j'ai même un carnet des peurs où je fais écrire les gens dedans. Et pour moi, quand j'ai peur de quelque chose, ça veut dire que c'est important pour moi. Ça veut dire que derrière ça, derrière la peur, il y aura un sentiment de satisfaction. Et je sais pas, je me dis, il y a plein de choses que j'ai pas peur. Ça veut pas dire que je m'en fiche. Non, ça veut pas dire que je vais le faire. C'est juste, il y a des trucs que, non. J'ai pas peur d'avoir un CDI, mais je vais pas le faire parce que c'est pas ce que je veux, quoi. Mais il y a des trucs que j'ai peur. Par exemple, faire une conférence, j'ai peur. Mais c'est parce que je veux le faire, tu vois. C'est parce que c'est important pour moi, parce que derrière, il y a quelque chose. Donc les peurs, c'est un gros sujet. J'adore ce sujet. Moi aussi. Ok. Et la peur, du coup, qu'on te dise que c'est pas assez bien. Peur de faire une conférence, ça, je crois que tu l'as fait. Je suis assez persuadé aussi que les peurs, c'est... Quand t'as peur, c'est que t'es dans le vrai. Et que potentiellement aller affronter cette peur, il y aura plus la peur est grande, plus il y a un cadeau qui est important derrière, quoi. Ça, je suis assez persuadé aussi. Mais après, c'est pas évident de les dissoudre et de les affronter. Toi, du coup, par exemple, comment tu fais? Parce que ce truc-là, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont. Je sais pas si c'est ça le syndrome de l'imposteur, quoi. Peut-être, tu vois, j'ai peur que la personne me démasque et découvre que je suis nul ou me dise que je suis nul. Et ça, tu fais comment pour le... Tu surbosses, tu vois. Moi, par exemple, une de mes manières de prévenir cette peur-là, c'est de trop travailler, c'est de surinvestir. Je me dis au moins, non, là, si la personne dit que je suis nul, c'est vraiment, c'est que la personne, c'est que voilà, c'est impossible parce que j'ai surdélivré. Et je pense que c'est un truc qu'il faut que je lâche pour moins travailler, par exemple. C'est vrai. Avec certains clients, je travaille trop, par peur de ça, en fait. Non, moi, c'est pas du tout. Justement, des fois, je travaille pas assez, pas dans le cadre pro, mais par exemple, pour une conférence, je vais pas la bosser, tu vois, alors que pourtant j'ai peur. Je sais pas pourquoi j'ai pas un mécanisme qui agit comme ça, la peur, ça me fait pas plus bosser. Par exemple, dans le cadre pro, je me souvent, je me dis, je sais que j'ai des compétences dans ça, tu vois, et je vais pas, par exemple, je fais pas des posts, je fais pas beaucoup de posts sur mes offres et tout. Ce qui fait que je suis pas une très bonne, je suis pas encore très très bonne en business parce que je parle quasiment jamais de mes offres sur LinkedIn. Je fais pas beaucoup de posts de vente parce que j'aime pas être pushy, parce que c'est pas moi. Donc tu vois, si tu veux bosser avec moi, faut déjà aller me chercher, tu vois, soit dans ma newsletter, soit dans mes liens, mais c'est pas moi qui vais dire, je vais te faire ça, grâce à moi, tu vas avoir 80 000 abonnés et tout. Non, pas du tout, tu vois. Donc je vends pas, je fais pas un marketing très pushy. Ce qui fait que je suis assez à l'aise avec ce que je délivre par rapport à ce que j'ai vendu. Ouais.
Donc pour ça, ça va. Après, c'est comment, tu sais, des fois, tu peux pas tout gérer, la satisfaction client. Je crois que des fois, par exemple, un exemple d'un sponsor avec Ouais. qui... Enfin, c'est pas que ça s'était pas bien passé, mais du coup, les résultats, c'était pas... Enfin, moi, mes résultats de poste, c'est très bien passé, mais en conversion. Et sauf que, au bout d'un moment, bah, je peux pas... Enfin, faut que je me détache de ça, parce que moi, Oui. ça m'avait pris pendant Ouais. une journée. Je pensais à ça, oui, du coup, bah, la marque, elle pense ça. En même temps, bah, moi, j'ai fait mes objectifs, j'ai fait ce que j'ai vendu, et je peux pas faire de la Hmm. conversion si c'est pas mon Oui, job, en oui, oui, fait. c'est pas ton truc. Ouais. Donc, tu sais, mais des fois, les gens, ils te reprochent des trucs alors que mais ça, c'est le but de la vie, c'est ce que j'essaye beaucoup de faire. Je suis une personne assez sensible, donc par exemple, tu vas me dire un truc, je vais y penser toute la journée, quoi. Donc ça, j'essaye de me détacher de ça parce que niveau business, c'est assez compliqué parce que du coup, tu vas rester accroché à un truc alors qu'en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de vérité, tu vois, chacun a sa vérité et voilà, faut juste passer à autre chose, Hmm. quoi. Ouais, et t'as d'autres. Ça, c'était des peurs pro. T'as d'autres Ouais. peurs dans le perso que, que t'affrontes ou que t'arrives à. Ouais, je crois que j'ai assez peur du jugement des autres, ça, oui. Ouais. Je suis toujours un peu ce qu'on a parlé, ça, du coup, ça fait sur du pro. J'ai assez peur de quoi? Alors, j'ai une peur... Je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, faut que j'arrête de le dire. J'ai une peur très terre à terre, c'est j'ai peur des grenouilles. Voilà. Donc, je me dis, Trop marrant. je préfère faire une conférence devant 1000 personnes et c'est pas une blague. Et j'ai vraiment peur que de voir une grenouille juste devant moi. Et ça, je me dis, mais c'est fou parce que autant toutes mes peurs, je me dis, il y a quelque chose à aller chercher derrière. Là, il y a rien à aller chercher derrière. Mais peut-être. C'est juste que Ouais. c'est très caché. Mais Ouais, mais autant, tu vois, sur toutes mes autres peurs, je me dis, j'ai envie d'y aller et tout. La peur des grenouilles, j'ai pas du tout envie d'y aller. J'ai pas c'est du tout trop envie de marrant. l'affronter. Mais enfin, il faut un jour, je vais pas Il rester il comme faut ça. un jour la prendre, cette grenouille. Ah non, Euh, tu vois, rien que le mot, mais je commence ouais. à Ah, mais me je comprends. soigner Là, un c'est peu. un peu une phobie. Moi, Ouais, par exemple, totalement c'est une très phobie. Ouais. classique, mais moi, les araignées à longues pattes, enfin, celles vraiment qui ont des longues pattes, des petites Ok. araignées, je m'en fous. Mais en fait, elles ont une manière de bouger qui me. C'est Mais une phobie, c'est c'est pas étrange, ça, rationnel. parce Pourtant, qu'il je sais que c'est. il y a tellement de gens qui ont la phobie des araignées. Ben, c'est l'aspect. Et je sais que c'est Ouais. pas dangereux, qu'elles sont pas dangereuses, qu'elles sont plutôt sympas en plus. Une araignée, ça Mhm. nettoie plein de trucs, c'est un rôle important. Mais malgré tous ces trucs de rationalité, j'ai pas du tout envie de les tuer, etc. Mais Ouais. je comprends pas. Je préfère faire une conférence devant 1000 personnes C'est vrai. que d'avoir une énorme araignée là qui va potentiellement venir sur moi. Mais 1000 fois. Ok, je Vraiment, tu comprends. vois. C'est tellement Donc je comprends ta irrationnel. peur de la Ouais. grenouille, même si moi j'adore les grenouilles, mais je comprends le truc, tu vois. Mais c'est vrai que celle-là, je sais pas s'il y a grand-chose à aller chercher derrière. Ça Si, doit être un trauma d'enfance, tu vois, un truc qui a rien à ouais, voir. c'est exactement ça. Je pense que C'est... c'est un bon trauma d'enfance parce que vu que c'est pas rationnel, Il y en a une qui il t'a doit y sauté avoir dessus un un truc. jour, j'en sais... Ouais, c'est Ouais. bizarre, quoi. Ok. Et bah, je voudrais revenir sur enfin, refaire un petit point sur le fait que t'as quand même... on en a un peu parlé en filigrane, on en a parlé au début, t'as t'es passé de 0 à 80 000 abonnés en un an sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, avec la ligne éditoriale, je me la suis renotée ici, c'est j'explore, j'improvise et je vous raconte. Et tu parles notamment de tes voyages seul. En fait, tu voyages beaucoup seul. Ça, d'ailleurs, du coup, j'imagine que tu as dû affronter quelques peurs. Ouais. Et en fait, tu pars de ça. Tu pars de tes aventures seules, de tes découvertes. Et en fait, moi, je trouve super intéressant que tu aies pris cette posture d'exploratrice, parce que si on fait un petit topo pour les auditrices auditeurs qui nous écoutent, quand tu te lances sur LinkedIn, tu as deux choix, tu as deux postures entre... Enfin, ouais, je pense... Alors, peut-être que je fais une erreur, mais pour moi, quand tu te lances sur LinkedIn, tu as deux postures parmi lesquelles choisir: l'explorateur Mm-mm. et l'expert. Et en fait, le syndrome de l'imposteur pousse quasiment tout le monde à aller prendre la posture de l'expert, parce que c'est plus confortable, parce que je dois, c'est professionnel, je dois dire une expertise. Et tu vois, moi j'accompagne des entrepreneurs ou des dirigeants qui me disent moi je veux faire du contenu expert, ça fait 10 ans que j'ai de l'expertise là-dessus, je veux en parler et je veux surtout pas parler de moi ou me mettre en avant, ça va intéresser personne, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur d'être démasqué, etc. Et à mon avis, c'est un piège. Et à mon avis, tes chiffres d'ailleurs prouvent le contraire, puisque tu pourrais pas avoir trouvé un écho sur un stade de France, tu pourrais pas remplir un stade de France s'il n'y a pas un truc intéressant qui fait un écho chez les gens, tu vois. Et voilà, moi, ma question, c'est en fait, c'est quoi ton secret pour avoir cette posture et arriver à trouver un écho chez autant de monde, en fait? Ouais. Est-ce que tu as déconstruit ça, tu vois? Non, pas du tout. Alors, il y a plusieurs sujets. Déjà,
je suis arrivée, donc j'étais stagiaire étudiante. Et au début même, je pensais en allant sur LinkedIn, donc parler un peu de mes voyages solo, mais je pensais parler d'écologie, parce que c'était mon domaine Ouais. avant. Je me suis dit, ouais, je vais parler de ça, etc. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à parler de mes aventures solo, là, ça a marché, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de parler d'écologie. Puis surtout, c'était hyper compliqué parce que l'écologie, en fait, tu dis un truc, c'est démenti par un autre, t'es toujours le moins écologie. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais toujours le moins écolo qu'un autre, et du coup, voilà. Ouais. Bref. Et c'est marrant, cette headline, j'explore, j'improvise et je vous raconte, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et pour la trouver, parce que ma ligne édito, du coup, c'était pareil de moi. Et je me suis dit, mais tu sais, c'est facile, quand t'as un job, tu mets ça dans ta headline. Mais moi, Ouais. je me suis dit, mais qu'est-ce que je mets comme headline? Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas, tu vois. Donc, j'ai mis j'explore, faudrait peut-être que je la change un jour, mais j'ai trouvé dans un bar en ayant peut-être 3 verres d'alcool. Voilà mon secret. C'est ça le secret de Mathilde. Ouais. Mais non, mais Ouais. peut-être que ce qui est intéressant, c'est que toi, t'avais pas le choix parce que t'avais pas encore beaucoup d'expérience pro. T'en avais peut-être quelques-unes, mais Ouais. tous ceux qui ont 10-15 ans, ils se disent, mais non, mais en fait, c'est sûr, il faut que je parle de pro. Toi, t'avais quelque part peut-être cette ouverture que d'autres n'ont pas. Et du coup, t'es parti de là-dessus, quoi. Mais surtout, des fois, je vois des gens. C'est arrivé à des gens qui se lancent sur LinkedIn, que j'ai aidé à se lancer, ou même je vois des gens qui se lancent et qui font des posts comment ça marche LinkedIn, comment marcher sur LinkedIn, etc. Dans les premiers posts en mode expert. Je me dis, ah oui, Ouais. le syndrome de l'imposteur, ça, Ouais, ça ne les touche pas. pas du tout pour toi. Ouais, et je me dis, mais waouh! Et du coup, justement, moi, c'était un peu ça, tu vois, je veux pas parler d'un truc que je connais pas, je veux pas dire une vérité générale, par exemple, j'avais pas parlé de développement perso, mais vous devriez faire ça. Tu sais, il y en a plein qui ont fait ça, tu vois, vous devriez faire ça, si vous êtes pas ça, vous faites ça. C'est Je suis en mode, super, mais ouais. pas du tout, tu vois. Surtout, oui, voilà. Et en plus, quand t'as 22 ans, moi, j'étais pas du tout confiante en moi. Enfin, j'avais peu de confiance en moi et du coup, à aucun moment, j'allais sur LinkedIn et apprendre aux gens à être, quoi. Ouais. Et j'étais juste assez naïvement aussi, quoi. Bah tiens, j'ai fait ça. Et voilà. Et du coup, je pensais pas du tout que ça puisse parler à autant de monde parce que je parlais aussi autre sujet. Quasiment tous mes posts commencent par je. Quasiment. Il y en a qui m'ont dit, oui, du coup, c'est un peu assez égocentrique de commencer par je tout le temps. Et je me dis, mais moi, je parle d'un truc que je connais. C'est assez présomptueux. On me dit de comment. Moi, je parle d'un truc que je connais, alors que d'autres parlent d'un truc qu'ils ne connaissent pas, en disant une vérité générale, en disant que ça, c'est la vérité. Je me dis, ah oui, d'accord. Je pense que niveau. Et en donnant des leçons. Ouais, c'est bon, t'es encore de Je Ouais, viens de terminer la bouteille, j'ai tout pris pour moi, quoi. Non, t'inquiète. Désolé. Et ouais, et en donnant des leçons, je me dis, mais. Enfin, je sais pas, bon, bref. Et du coup, oui, ça m'est pas. Je me suis pas dit, en commençant LinkedIn, je vais faire ça. J'avais pas de stratégie, j'avais pas de. C'est assez intuitif. C'est pareil sur tous les réseaux, j'ai jamais eu de stratégie, jamais eu de ligne édito. Si j'ai envie de parler de quelque chose, je le fais, tu vois. Ok. Je vais jamais m'interdire de parler d'un truc parce que c'est pas dans mes sujets. Les sujets sont. Mes sujets de prédilection sont arrivés un peu sur le tas et c'est parce que c'est ce qui a le plus plu aux gens et c'est ce pourquoi on me reconnaît. Par exemple, le voyage solo. Ouais. Je pense que la plupart des gens qui me lisent me connaissent pour ça. Oui. Alors que j'étais étudiante à l'époque, tu vois, quand je publiais sur LinkedIn, donc je parlais pas non plus tant de voyage solo que ça, quoi. Enfin, j'ai commencé par ça, mais si tu fais un ratio de mes posts, je pense, je sais pas, il devrait y avoir 20% sur le voyage solo, mais sinon, il y a plein d'autres sujets. C'est Mais, sur quelle autre thématique, ouais, d'ailleurs? tu sais, je saurais pas te dire Ok. si je vis un truc, je fais un truc, par exemple, j'ai passé une semaine dans un château avec des entrepreneurs, j'ai fait un post sur ça. Je sais pas, j'ai beaucoup parlé de mes réflexions quand j'étais étudiante. Je parlais pas beaucoup d'études, mais je parlais de mes réflexions de un peu sur la vie, quoi. Mais j'ai pas de vu que j'ai pas d'inédito, c'est juste il m'arrive des trucs, j'apprends des choses, je me dis est-ce que ça peut être intéressant, je développe un sujet, des fois aussi un post LinkedIn ça me permet de développer une idée pour moi-même, tu vois. Donc ouais, et j'ai pas beaucoup de gens disent oui, qu'il faut écrire pour le lecteur, etc. Et ce que je dis des fois aussi maintenant, Ouais. mais c'est pas du tout ce que j'ai fait, moi. Tu vois, la première année, j'ai écrit pour moi. Enfin, assez. J'ai écrit parce que je voulais partager et éveiller d'autres, un peu des consciences. Mais j'ai quand même écrit pour moi, tu vois. Tu sais, le fait que tu vois ton niveau d'abonnés, etc. T'es en mode, ah cool, faut que j'écrive.
Donc c'était quand même assez pour moi, et même mes posts parlaient de moi et parlaient de mes sujets, quoi. Mais là, j'essaye d'un peu plus élargir. Aussi, j'ai moins envie de créer autant, c'est plus... je fais moins de posts, c'est quand j'ai vraiment quelque chose à dire. Sur LinkedIn, c'est quand j'ai quelque chose à dire, je vais prendre le temps de faire un post. Mais voilà, j'ai pas... Même... j'ai plus de... Si je poste pas pendant... Là, je crois que ça fait 2-3 semaines que j'ai pas posté. Parce que s'il m'arrive rien... Tu vois, digression, mais qui est dans le sujet. Tu disais, les experts, ils veulent partir de leur expertise, mais pas d'eux. Alors, des fois, c'est parce qu'ils ont peur aussi que les personnes se moquent. Même des fois, c'est aussi un côté générationnel. Tu vois, on n'est pas habitué à parler de nous sur les réseaux sociaux. Enfin, ma génération, oui, mais... Les plus vieux, les plus vieux, ouais. Exactement. Mais il y a aussi le fait, j'ai des amis qui sont comme ça, qui font de la création de contenu, mais sur leur expertise et pas sur eux. Et je pense que niveau santé mentale, je pense que c'est mieux pour eux parce que, tu vois, par exemple, si t'as un mois, t'es un peu moins bien. Moi, par exemple, je suis un peu moins bien, etc. Bah, je vais pas pouvoir faire de posts, tu vois. Je vais pas faire des posts pour dire « Hello, je suis un peu moins bien », tu vois. Alors que ceux qui ont une expertise, qui ont leur création de contenu sur expertise, bah, ils font des contenus experts et c'est un peu plus simple, je trouve. La ligne édito est un peu plus simple. Mais moi, je sais pas, la création de contenu, c'est pas que business pour moi. C'est un peu la continuité de ma vie, quoi. Et donc, je le fais parce que j'aime faire ça. Donc, je me verrais pas faire des posts en me disant « Tiens, faut que tu postes là, sur un contenu, machin. » Non, peut-être dans une stratégie business un peu, des fois, mais pas globalement, quoi. Du coup, la création de contenu est quand même hyper dépendante de ce que je fais. Par exemple, si je fais rien pendant un mois, bah, vu que j'écris sur ma vie, bah, je peux rien écrire. Après, quand je voyage pendant un mois, là, je fais du contenu. Mais c'est pas linéaire, quoi. Ok, j'ai plein de questions là-dessus parce que là, tu dis plusieurs choses. Il y a quand même ce truc de... Il n'y a pas tout le monde qui arrive à parler de soi et trouver un écho chez autant de personnes. Et donc, je pense que quand même si t'écris pour toi, t'as réussi consciemment ou inconsciemment, je pense quand même aussi un peu consciemment à faire en sorte que ça ait de la valeur pour les autres. C'est-à-dire c'est ton aventure, mais elle a une valeur universelle et c'est sûr, c'est certain que t'as réussi à faire ça. Et tu dis aussi que là maintenant tu postes un peu quand tu veux vraiment poster. Mais il y a un moment, t'as quand même posté tous les jours. Enfin, pendant un mois... pendant un mois, j'ai posté tous les... Tu sais, je crois que je suis à 100 posts, un peu plus de 100 posts sur LinkedIn. Ce qui n'est pas grand-chose. C'est pas tant que ça, d'accord, non. Ouais. Et pourtant, j'ai publié peut-être 30 posts en un mois. Donc ensuite, en un an et demi, il y a des mois où je n'ai pas posté, quoi. Donc au début, j'ai posté, mais c'était pas du tout en fait ce que j'aimais faire. J'aime pas poster tous les jours. Mais c'est juste parce que je voulais apprendre, et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'envoyer. Ouais, de faire un peu de volume. C'est ce que j'ai fait sur Insta, j'ai fait exactement la même stratégie. Pendant au début, un mois, j'ai fait un Reels par jour. Exactement la même chose, et ça a marché de 0 à 17 000 abonnés. Et Ok, j'ai double question, mais il y en a une que je garde pour après. En fait, quand même, tu dis que 100 posts, c'est pas énorme sur LinkedIn. Enfin, surtout pour avoir 80 000 abonnés, en fait, tout est relatif, mais il y en a beaucoup qui sont loin de ça et qui postent tous les jours, voire 3 fois par jour. Donc, ils en sont à 500 000 posts. Toi, est-ce qu'il y a quand même un truc rétrospectivement qui t'a fait exploser, tu vois, le truc qui a marché? Parce que pour le coup, tu dis, j'ai pas de ligne éditoriale, mais t'es quand même resté fidèle au fait que je partage des choses qui m'arrivent, il m'arrive quelque chose, je le partage, et je donne mon avis, je donne du recul. Il y a quand même un truc un peu insight, quoi. C'est, je prends du recul et je donne mon avis sur ce qui s'est passé, sur mes apprentissages, et ça, t'es resté fidèle à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que dans les 100 posts, il y a des trucs qui ont fait boum, quoi? Ouais, il y a eu des posts qui ont beaucoup marché, mais en même temps, ma progression la première année, moins maintenant, parce que aussi je poste moins, et puis même j'ai bénéficié du début, tu vois, où ça partait, et du coup, quand tu commences à poster moins, forcément. Mais ma progression était assez, j'allais dire progressive, mais en gros, il n'y a pas d'énormes pics. Mais enfin, je dis ça, mais par exemple, il y a peut-être des posts qui m'ont rapporté 5000 likes, tu vois, un post. 5000 abonnés, quoi. Ouais. Mais t'as repéré un schéma, un truc ce genre de post qui te rapporte 5000 abonnés, tu vois? Est-ce que t'as capté des trucs de
ah oui, ok, ça, vraiment, ça, c'est un schéma qui ramène énormément de monde. Marrant, Quoi. j'en ai fait un. Je dis ça, ce matin, j'ai travaillé un post avec une cliente. Je lui ai donné le template d'un de mes posts qui avait super bien marché. Ok. Et ça n'a pas aussi bien marché là sur elle. Mais pas vrai. En fait, pas vraiment. Et en même temps, oui. Tu vois, si je sens maintenant, je le sens. Tu vois, quand j'ai un gros post entre les doigts, entre les mains, que ça va fonctionner. Mais par exemple, j'ai des posts dans mon premier mois. Le premier mois où j'ai commencé à poster, j'ai fait un post, je me souviens très bien. J'étais dans mon café, dans mon appart parisien en train de boire un café. Je commençais à faire mon post. Je vais dans le métro. Franchement, le post m'a pris de 20-30 minutes. Je le balance, j'arrive au taf. Et là, je commence à voir que ça explose un peu. Et j'étais toujours au bureau et je vois à 4000 likes en 2 jours, quoi. Ah ouais, ok. Et c'était un post qui m'avait pris 20-30 minutes. La photo était immonde. J'ai une photo de moi avec mon sac à dos dans une auberge de jeunesse avec qui il y avait 30 lits à côté. Et enfin bref, j'ai pas compris, tu vois. Et c'était un truc hyper facile. Le texte, c'était pas très bien écrit, quoi. Donc des fois, il y a des trucs où je prends du temps à l'écrire, ça marche moins. Mais par exemple, je me souviens aussi cet été, j'ai fait un post sur le téléphone. Et ce post, j'ai mis peut-être 4 jours à l'écrire. Ok. Et j'ai demandé de l'aide, etc. Enfin, j'ai relu. Et ça, ce post, en fait, oui, j'ai mis de l'énergie et il a marché, il a fonctionné. Il a fait, je sais pas, 16 000 likes, un truc comme ça. Ouais. Et là, je l'ai reposté sur Threads. Il a fait 2000 likes, j'étais contente. Je me suis dit, ah, ok, c'est pas que un one-shot, tu vois, il fonctionne ce post. Mais j'ai remarqué que, en fait, ce qui est assez logique, mais sur les réseaux, des fois, on se dit un peu, il y a de la chance, mais plus je passe du temps à écrire mon post, mieux il marche. Là, je passe un peu moins de temps pour écrire mes posts, parce que avant, ça m'arrivait de mettre 4 heures à écrire des posts, quoi. Et sauf que c'est plus énorme. possible, quoi. Genre, avant, j'aimais bien et tout, mais maintenant, c'est plus possible dans ma vie, j'ai plus envie de passer 4 heures à écrire un post. Mais avant, ouais, je pense que mes posts, c'est pour ça que je postais pas non plus. Tu sais, tu peux pas poster une fois par jour quand tu passes 4 heures à écrire un post. Non, c'est pas possible. Mais chaque mot, chaque tournure de phrase, je la réfléchissais. C'était un peu un tourbillon dans ma tête. C'était douloureux pour moi d'écrire un post. Donc, ça... Mais tu devais avoir la pression. Parce que quand tu mets 4 heures à écrire un post, t'as pas un peu la pression de si flop, j'ai mis 4 heures. Non. Enfin, ok. Je sais pas, je me suis jamais posé ce genre de. En fait, je sais pas c'était quoi un flop, tu vois. Genre, Ouais. je me suis jamais dit, oh, je vais flop. Des fois, je me dis, ah, ça part pas Ouais. incroyable. Mais après, je réponds aux commentaires et après, bon, j'oublie, tu vois, Oui, je passe oui, à un autre tu passes post. à autre chose. C'est pas comme si, tu vois, mon. T'as déjà eu un gros flop, ouais? Parce que en fait, là, souvent, tous ceux qui te découvrent, ils te découvrent sur des hits. Ouais. Tu fais un post qui fait 4000 likes, etc. Bah là, ça fait de la découvrabilité, ça fait de la notoriété. Et puis les flops, on dit qu'on les voit pas, en fait, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Mais toi, t'en as quand même au début. Parce que parfois, ce qui est rassurant d'entendre, c'est quelqu'un qui a 80 000 abonnés. Donc toi, dis, bah, t'inquiète, au début, moi aussi, j'ai floppé. Ou direct, c'est parti, toi. Bah, du coup, le début, si. Enfin, le début, j'avais, je sais pas, 10 likes. Ouais. Mais, je sais pas, je pense que j'ai quand même. Enfin, j'ai eu de la chance. C'est que. C'est pour ça qu'en fait, il y en a. Je me dis, moi, j'ai pas connu le galérer, Ouais. tu vois. Et ça, c'est ça, tu sais, ceux qui tiennent sur les réseaux en galérant, etc. Ouais. Et un jour, ça marche, bah ça, ils ont un vrai mental, quoi. Que moi, globalement, ça a marché et je m'y attendais pas du tout. J'étais pas du tout dans cette optique au début, j'étais juste en mode en phase test. Et du coup, non, je pense que dès, je sais pas, semaine 2, 3, j'ai fait des posts qui ont bien marché. Et du coup, après, j'ai pas fait que des hits, tu vois. Ouais. Mais au tout début, j'avais fait un post sur le féminisme, je crois. J'ai fait pour la journée des droits de la femme, je sais pas, j'ai fait 10 likes et là, j'étais en mode. Ah. Et Ok. c'était mon deuxième post, je crois. Et j'étais en mode. Ah. Oui, c'était en Ouais. mars. Mais après, non, je pense que ça a bien marché. Et du coup, voilà, j'ai la chance de m'être jamais posé trop la question du flop. Genre là, je le ressens. Genre mon dernier post, il a fait 250 likes, je crois. Et ça m'a fait mal. Pour toi, Ah bah ouais. ouais, mais ouais, pour toi, maintenant, ça, c'est un flop. Pour Ah plein ouais. de gens, c'est trop bien. Ah oui, il m'a fait mal celui-là. Mais après, je me dis, de toute façon, j'ai délivré mon truc. C'est pas. Je définis pas ma valeur sur mon nombre de likes, tu vois. Et puis, surtout, je crois le fait de maintenant commencer à développer d'autres réseaux. Avant, LinkedIn, c'était mon main, en fait. Déjà, business sur LinkedIn. Et du coup, si LinkedIn marche pas,
bah rien ne marche. Oui, c'était une question que j'avais tout à l'heure quand je disais qu'est-ce que t'apporte ton audience et tes réseaux. Le business Ouais. vient uniquement de LinkedIn Ouais, pour pour le le moment. moment. Ok. Et je développe Insta parce que donc je développe un nouveau produit que je pense que l'audience peut être de mon nouveau produit peut être aussi sur Insta. Ok. Donc en même temps de créer mon produit, j'ai développé mon audience sur Insta. Comme ça, quand j'aurai mon produit, j'ai déjà une audience, c'est déjà plus facile. Et aussi pour la sponsor, bah, je me dis si je fais de la sponsor sur LinkedIn, j'aimerais bien faire c'est juste business, vendre du package aussi, en faire Avec sur Insta. Ouais. Et comme ça fait un plus gros chèque pour Ouais. une même marque pour une création qui est un peu pareil. Mais oui, du coup, avant, c'était que LinkedIn. Du coup, bah, mes perfs, je regardais que LinkedIn. Maintenant, je regarde Insta, tu vois. Genre ma barre d'abonnés, je regarde Insta et LinkedIn, je sais même pas, tu vois. Je vais pas regarder. Avant, j'actualisais, tu vois. Le nombre d'abonnés, Ouais. je regardais. Maintenant, je regarde plus trop mes perfs sur LinkedIn, mais je le fais sur Insta. Quand ça marche moins sur Insta, je me dis, ah mince, dommage, tu vois. Ouais. Donc, c'est où tu mets ta priorité, ta valeur. Maintenant, c'est moins sur LinkedIn. Je sais plus, je pense que c'est quand tu es en phase de développement. Oui. Mais ouais. Mais du coup, maintenant, j'ai ce truc avec Insta qui est chiant aussi, tu vois. C'est ça, les réseaux sociaux. C'est Ouais, que il y a du quand coup, même un petit truc de compétition au début. Enfin, tu te dis, faut que je. Enfin, avec toi-même, tu vois, mais. Ouais, c'est avec moi-même. Je pense que je suis très dure avec moi-même et du coup, flopper, tu vois, c'est pas envisageable. Ouais, ok. Mais en même temps, les réseaux sociaux, c'est tellement. Je sais pas, tu sais, j'ai pas envie de dépendre que Ouais. ma valeur de moi-même dépende des réseaux sociaux, tu vois. C'est Donc clair. j'essaye de pas avoir trop une relation toxique avec ça. Ouais, j'ai trop de questions là-dessus, mais avant, je veux finir parce que. Enfin, je veux finir. On est quand même en train de parler de tes réseaux sociaux, de comment tu t'es mise, etc. Bah, t'as dit que là, t'avais un peu ralenti et que tu produisais du contenu finalement aussi, et que tu voulais partager que quand il t'arrivait des choses. En fait, toi, comment t'organises ton processus créatif dans un monde où tout va trop vite, tu vois, où justement on est quand même sur le règne de la quantité, et sur les réseaux sociaux, il y a quand même si certains arrivent à aller lentement et à bien réussir par de la qualité, et j'admire ce que tu fais pour ça aussi, c'est quand même, il y a beaucoup plus de lièvres que de tortues, et de plus en plus les algorithmes, j'ai l'impression qu'ils sont faits pour nous rendre addicts, c'est clair, et surtout donner un peu la prime à ceux qui postent 3 fois par jour, qui font 3 reels par jour, etc. Comment tu fais toi pour t'organiser dans ce monde-là où tout va trop vite, quoi? Dans mon monde, tout ne va pas trop vite. Donc sur LinkedIn, j'ai plus du tout cette pression. Avant, LinkedIn, j'avais un peu une relation toxique avec LinkedIn, c'est que donc écrire des posts c'était douloureux, ça me prenait du temps, etc. Et quand je n'écrivais pas, tous les jours, je me réveillais en me disant faut que j'écrive, faut que j'écrive, faut que j'écrive. Et surtout quand ça monte, je me dis faut que je profite du fait que je peux pas ne rien faire. Enfin là c'est en train de monter, il se passe un truc, tu vois. Et je me dis il y a un levier, il faut que je m'en serve et tout, donc faut que j'écrive. Et du coup, oui, ça m'arrivait d'être 3 semaines sans écrire, et du coup, l'état mental au bout de 3 semaines, et après le retour, revenir, un post, là, par exemple, là, t'as peur de te flopper, tu vois, après 3 semaines. Maintenant, j'ai plus ça sur LinkedIn, mais je l'ai sur Insta. Mais je sais pas, j'essaye de pas être, je suis pas en compétition avec ni les autres, ni l'algorithme. Je me dis, c'est peut-être un peu naïf aussi, mais je me dis si mon contenu il doit trouver les personnes à qui elles sont destinées. Mais sur Insta par exemple, je me suis mis moi je suis très peu disciplinée dans ma vie, c'est mon gros défaut. C'est la chose avec laquelle je me bats le plus. Et pour Insta, donc par exemple pendant un mois c'était un reels par jour, je me dis juste tu peux pas dormir si t'as pas fait ton reels, quoi. Tu l'envoies dans tous les cas, ce qui était pareil sur LinkedIn avant. Et là, maintenant, sur Insta, je publie un peu plus quand j'ai envie. Mais il y a quand même ce truc, tu sais, il faut faire des stories, sinon les vues baissent, etc. Mais je sais pas, je vois pas de grosses... C'est comme... pareil, les gens disent sur LinkedIn, si tu postes pas pendant une semaine, après c'est catastrophique, tes stats et tout. Je sais pas, moi j'ai jamais remarqué, ou sinon peut-être je fais pas assez attention à mes stats, mais j'ai jamais remarqué. Là, même je reposte un post, je pense que ça va faire les mêmes résultats que d'habitude, tu vois. J'ai jamais remarqué. Puis même tu bénéficies un peu de ce truc de rareté où tiens, la revoilà, quoi. Donc je sais pas, mon processus créatif est un peu brouillon. Je fonctionne beaucoup un peu à l'intuition.
ce qui est bien et pas bien à la fois, mais j'essaie d'accepter ça parce que j'essaie de me débattre avec moi-même pendant des mois pour me dire qu'en fait, non, ce qui marche, c'est quand j'ai une intuition, je vais le faire, je vais essayer, et parce que même quand je me forçais à faire du contenu, ça marchait pas, c'était pas quelque chose qui me plaisait, je me sentais pas bien d'avoir posté un truc qui me correspondait pas à 100%. Donc je fonctionne à l'intuition, tu vois, pour Insta, je fais un peu de la veille, je regarde des vidéos, je regarde, je me dis, ah tiens, ça m'intéresse, ça je peux le tourner à ma façon, je reprends des fois des posts LinkedIn, tu vois. Ah oui, insane. Pour l'anecdote, j'ai repris un post LinkedIn c'était mon plus gros post LinkedIn. Je l'ai repris, et il date d'il y a plus d'1 an. Je l'ai repris sur Insta, j'ai mis un Reels de 5 secondes, une vidéo de moi de 5 secondes, j'ai copié-collé le post en description. Le Reels a fait 5 millions de likes. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il n'y a pas de hasard, tu vois. Si ce post-là a marché sur LinkedIn, il a aussi marché sur Insta. C'est que le post était bon, quoi. Ok. Pareil, sur l'autre post, sur celui de cet été, sur le téléphone, j'avais mis sur LinkedIn, il avait bien marché. Je l'ai remis sur Threads, il a bien marché, tu vois. Donc en fait, des fois, c'est pas une question que des réseaux sociaux. Enfin, moi, j'arrive quand même à faire du contenu pour les deux, quoi, qui match pour les deux. Vu que je fais pas du contenu hyper pro sur LinkedIn, j'arrive à m'en servir pour Insta, pour la newsletter, pour Threads, et voilà. Ok. Tout se nourrit un peu. Ouais, tout se nourrit, ok. Et quand même, quand tu te... Parce qu'il y a un peu ce truc, cette dissonance, c'est-à-dire que t'es au feeling, mais quand même, arriver à te lancer sur LinkedIn et faire un post par jour, te lancer sur Insta et faire un post par jour, c'est quand même violent. Il y a quand même... Et donc, tu crées un peu tout le temps, quoi. Tu t'as pas mis une machine en place, ou enfin... Et toi, ta création, elle se fait sur quoi? Je veux dire, c'est une prise de notes... sur un carnet pour de vrai, le carnet de Mathilde, ou est-ce que c'est digital? Est-ce que tu te mets une heure précise? Non, je j'ai pas d'heure précise, mais ça, j'aimerais bien. Je pense que il y a une époque, je faisais ça. Je faisais 1 heure d'écriture par jour, le soir. Et soit des fois, j'en faisais rien, des fois, j'en faisais un post LinkedIn, des fois... Ça, c'est bien parce que je pense que pour avoir des idées, il faut écrire, enfin, je sais pas, l'écriture se nourrit de l'écriture, je sais pas trop comment exprimer ça. Complètement. Donc mes processus, donc j'ai mon carnet où j'écris. La première chose que je fais en me levant le matin, j'écris une page. Ça me prend 20 minutes peut-être. Donc il y a des idées des fois que je peux développer, mais en général non, ça c'est mon bien perso, bien. Donc des fois je mets des idées business, etc. Et toute la journée, enfin pendant toute ma journée, j'ai une app qui s'appelle Google Keep, qui sont comme des petites notes, et c'est un peu le format du post LinkedIn. Je m'en servais pour faire mes marges, en fait, pour calculer que ma première ligne soit bien ma première ligne, etc. Au final, c'est un bordel monstre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ma liste de courses, une idée business, un post LinkedIn dans le même truc. Mais du coup, des fois, je mets des idées, et des fois, j'en fais des posts LinkedIn, des fois, j'en fais de la newsletter, des fois, j'en fais du Insta. Mais globalement, tout est sur Google Keep. Et voilà, j'ai pas trop d'autres processus. Avant, j'ai essayé Notion, je mettais tous mes trucs. Non, maintenant, c'est juste Google Keep, je prends mes notes dès que j'ai envie de développer un truc. Maintenant, dès que j'ai un post, bah, je l'envoie. Je l'envoie dès que je l'ai fait, voilà. Ah ouais, direct, ok. Ouais, en général, à part s'il est 19h, quoi, mais... Mais attends, mais à 19h, ça peut marcher super bien. Hein. Ah ouais? Toi, tu l'as fait avant. Ouais, moi j'aime bien le faire le matin, c'est-à-dire que je l'envoie après, parce que j'ai quand même un peu ce vice de t'as envie de regarder les stats, machin, et en fait avant de dormir, bon, à 19h c'est pas avant de dormir, mais quand même c'est le soir. Le soir j'ai pas envie d'être en train de regarder mes stats. Je suis d'accord. Alors le matin je le fais, après, oui, petite anecdote, c'est je poste mon post. Pour pas passer... Moi, je suis incapable de travailler après avoir posté un post. Moi aussi, ça prend de la charge mentale de répondre, d'être dessus, ça me... Tu peux pas avoir... C'est pour ça que je poste pas le matin, moi, parce que c'était une grosse dissonance. J'ai l'impression que ça marche mieux le matin et t'as plus le temps, mais en même temps, après, ça me... Donc moi, je poste le soir. Mais... Et tant pis, après, je coupe et je découvre le lendemain. Parfois, ça a bien marché, parfois ça... Enfin... Petite surprise du matin. Ouais, mais toi, du coup, tu postes le matin. Ouais, mais vu que je poste une fois par mois, ça va. Ouais, mais non, oui, mais... Ouais, mais même avant, je postais pas, j'ai jamais posté beaucoup. Mais oui, j'ai souvent fait le matin. Déjà, j'étais habituée pendant mon stage, du coup, je faisais... Après, j'allais au bureau. Et du coup, je me souciais pas trop, normalement. Mes posts LinkedIn, j'étais au travail. Et maintenant, même, tu vois, je poste, et après, je fais une activité, soit je fais du sport, directement, soit je me prépare, etc. Comme ça, je réponds un petit peu en même temps, mais je suis en train de faire autre chose, je suis en train de faire un truc positif. Je suis pas là 1 heure à regarder, parce qu'imagine, ça marche pas. Bah, tu niques 1 heure à juste dire « Ah, ça a pas marché ».
Mais ça, ok, ça, c'est super intéressant parce que moi, le plus dur, c'est pas la création de contenu. J'aime bien écrire, etc. Ok. Mais c'est vraiment la distribution, c'est-à-dire poster, être sur le réseau social, avoir des shots de dopamine, ça marche Ouais. pas. Et ça, c'est épuisant, en fait. Je crois qu'on a un stock, hein, d'ailleurs, un peu de dopamine. Enfin, ça se recharge en permanence, mais du coup, sur un réseau social, quand tu es en train de poster et que tu réponds à des commentaires, en fait, tu es en train d'épuiser ton stock de la journée, quoi. Enfin, après, ouais, je sais pas, t'as pris ton shot et t'as ta montée et ta descente, quoi. Et ouais, non, mais ok. J'ai perdu le fil, j'avais un truc, je voulais rebondir sur un truc, c'est pas grave. C'est pas grave, mais merci pour l'orga. Et du coup, globalement, si on prend en global, entre tes activités qui te rémunèrent et ta création de contenu, j'ai bien posé la question, à peu près combien de pourcentage de ton temps t'es en train de créer du contenu versus tu fais vraiment une activité qui te rémunère, genre t'accompagnes des clients. Tu sais, la création de contenu, par exemple cet été, je suis partie voyager pendant 1 mois et je suis partie avec un sponsor. C'est-à-dire que 6 de mes posts pendant ce mois-ci, donc là j'avais envoyé quand même un peu plus de posts, 6 de mes posts étaient sponsorisés. Donc la création de contenu, c'est aussi, tu vois, ça fait partie du business parce que en fait, c'est pas juste écrire un post sponsorisé, là c'est du travail, alors qu'un post sponsorisé, c'est pas du travail parce que je peux pas faire que des posts sponsorisés. Bien sûr. Et du coup, je sais pas, donc c'est aussi une activité qui me rémunère. L'accompagnement, ça me prend pas tant de temps que ça parce qu'en ce moment, je suis sur de la correction de post. Du coup, en fait, globalement, j'ai pas de call. C'est parfait pour moi. J'ai juste un Notion, tu vois, où je corrige et ça, j'adore faire ça. Tu vois, même, tu vois, je pourrais considérer que ça, c'est pas du travail parce que pour moi, c'est de l'écriture et ça, c'est un truc que j'adore faire. Donc, je saurais pas te répondre et aussi, par exemple, ça fait 3 mois que je développe un produit. Ouais. Bah, ça me rémunère pas encore, tu vois. Et le nombre d'heures que j'y ai passé, c'est... D'ailleurs, j'aurais dû calculer parce que je sais même pas si ça va être un produit rentable, tu vois. Enfin, je sais même pas à combien je suis à ma rentabilité. Je sais pas à combien vaut mon heure. Donc, je serais incapable de te répondre, tu vois. C'est vrai, tu t'es dit un prix à l'heure. Toi, combien... Non. Sur le marché, combien tu veux que vale une heure de Mathilde? Non, en vrai, je sais pas, je suis pas trop dans ce... Parce que, ok, 1 heure, mais ça par exemple, 1 heure de call, je peux pas en faire... tu sais, les gens qui disent... oui, je prends tant euros de l'heure. Ouais, mais c'est 1 heure, mais il y a... Avant, tu fais des mails, tu vois. Tu fais des posts pour avoir cette heure-là. Après l'heure, enfin, moi, j'ai envoyé un compte-rendu, etc. Ça me prenait tant. Ok, je prenais... c'était il y a 1 an, je prenais 250 euros de l'heure, tu vois. C'était le prix avec lequel j'étais à l'aise. Je sais pas si c'était trop ou pas cher. Mais avant ça, tu vois, et puis même 30 minutes avant le call. Bien sûr, t'es pas en train d'en faire un autre. J'étais en train de regarder la personne, etc. Alors que la personne me payait que pour 1 heure. Mais quand même, j'étais en train de regarder son profil LinkedIn, etc. Après, je faisais un débrief, un machin. Donc en fait, je sais pas combien je vaux. 1 heure serait... Oui, peut-être si on me call, par exemple. Ouais, même on prend une conférence d'1 heure, bah en fait, il faut que je la prépare. Bien sûr, non, mais c'est important de le dire. Donc en fait, c'est 1 heure vendue, 1 heure facturée n'est pas une vraie heure de... Et puis même, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, tu vois. Il y a des trucs que c'est moins cher parce que j'ai vraiment envie de le faire, ou c'est avec une personne qui a moins de moyens, une entreprise peut-être qui a moins de moyens, etc. Si c'est une grosse entreprise, bah, je vais facturer plus cher parce que plus de moyens, et puis même des fois, si ça me demande plus de charge mentale, mais ça, on le voit pas, tu vois, dans 1 heure. Tu payes 1 heure, mais des fois, moi, ça me demande plus d'efforts, etc. Donc, je sais pas, j'ai pas de prix à l'heure, tout dépend de... Même pareil pour la sponsor. Bah, en fait, tout dépend de la marque. Tout dépend de comment j'ai envie de l'intégrer. Si c'est un truc qui me fait vraiment kiffer, la marque, c'est une petite marque, etc., bah, je vais mettre moins cher, tu vois, qu'une grosse marque. Donc, je sais pas, je saurais pas me tarifer. Mais c'est une bonne réponse. Je sais pas non plus exactement... En fait, ça dépend de l'activité. Hein. Et puis surtout, tu as raison de dire que en fait, derrière 1 heure facturée, il y a potentiellement beaucoup d'heures de travail, et puis beaucoup d'heures, voire d'années à apprendre en fait pour développer la compétence. Donc c'est ça que les gens payent en fait. T'as dit plusieurs trucs tout à l'heure qui m'amènent à une question que j'ai. C'est tu t'as dit bah là je poste que quand en fait que quand j'ai des trucs à raconter, et si je suis pas bien je vais pas poster.
Et je me mets quand même pas mal en avant moi. Et du coup, il y a quand même un truc de ce post-là, il m'a fait mal parce qu'il a pas aussi bien marché, parce qu'en plus, je t'expose pas. Moi, j'ai une question, c'est qu'avec bientôt, enfin, avec 100 000 personnes dans une audience, tu parles de toi, t'es quand même super exposé. Il doit y avoir à boire et à manger dans les commentaires. C'est LinkedIn, il y a des haters, ça reste à peu près parce que les gens, ils sont quand même sous leur vraie identité. Sur les autres réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Et tu t'as partagé que t'étais en plus super sensible et tout. Et en fait, comment tu fais pour gérer la charge mentale des réseaux sociaux ? Enfin, cette charge mentale-là de sollicitation, de sursollicitation, parfois pas sympa en plus. C'est pas facile. Je sais pas encore comment j'arrive à la gérer. Sur LinkedIn, le 3e mois, donc quand j'ai quitté mon stage à la BNP, j'ai fait un post. Je dis je quitte mon stage. Ce stage était très bien, j'étais très bien payée, le management était super, etc. Mais j'arrivais au bureau avec la boule au ventre et pour moi, c'est pas possible. J'avais mis une photo de moi et on voyait un peu sur mon badge vite fait le logo, mais j'avais photoshopé en plus, bref, avec 2 grandes tours. Et ce post a fait 1 million de vues. Alors je m'attendais pas du tout. Hein. C'était pour moi, je quitte mon stage juste pour tenir au courant les gens. Quoi. Et je m'étais pris les foudres de la génération. Non mais on ne quitte pas un stage, on ne quitte pas un job. Genre, oh là là, il y avait beaucoup de sexisme aussi. Là là, la demoiselle, nanana. Bref, du coup, ça, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est un choc de génération. On n'est pas de la même génération, on se comprend pas trop. J'avais enlevé la possibilité de mettre des commentaires au bout d'un moment parce que juste au bout de 3 mois, moi, et surtout que avant LinkedIn, jamais je me suis dit que je posterais sur les réseaux. Enfin, c'était pas du tout une vocation, ça m'a jamais attirée. Enfin, bon bref, et du coup, au bout de 3 mois, c'était un peu difficile. Il y avait l'été qui a suivi. J'ai eu un monsieur qui me suis fait harceler bien fort sur tous les réseaux, c'est-à-dire que j'ai bloqué la personne, il venait en mail, il venait, bref, sur tous les réseaux. Il a mis dans mes commentaires l'adresse de chez ma mère. Waouh, ok, donc là, flippant. Ok, là, ça devient flippant. Il a retrouvé des trucs en disant par rapport à mon père. Enfin, je suis en mode... Ok, et là, ça m'a fait un peu mal. Et aussi, apparemment, il a envoyé un courrier recommandé à mon école. Donc, il y avait un truc de... cet été-là, j'étais un peu en mode... Ok, mais j'ai pas... En fait, est-ce que ça vaut le coup, tu vois ? Est-ce que ça vaut le coup ? Parce que là, je me sentais vraiment piégée, emprisonnée. Je me disais, est-ce que ça vaut le coup, tu vois ? Je gagnais pas non plus... C'était le tout début, je gagnais pas énormément d'argent. Et je me suis dit, j'étais en études, donc j'avais d'autres possibilités, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer et tout ? Et je me suis dit, ok, je continue. Enfin... Et après, maintenant, par exemple, sur LinkedIn, j'ai plus aucun haters parce que chez moi, en fait, quand tu fais une publication à 1 million de vues, bah en fait, j'ai compris maintenant, tu vois, que j'avais des haters que quand le post faisait énormément de vues, du coup était grand public, du coup atteignait des gens qui sont pas ma cible, qui sont pas mon audience de base. Donc maintenant je comprends. Ok, j'ai des haters, ça veut dire que mon post a bien marché. Mais sur LinkedIn maintenant ça arrive plus trop. Enfin, j'ai bloqué. Et... je sais pas, j'ai plus l'impression. Je suis pas très clivante moi en plus sur LinkedIn. Je cherche pas. Je pense au coût d'opportunité. Des fois je pense des choses où j'ai envie de dire des choses et je me dis c'est quoi le coût d'opportunité, tu vois, peut-être je vais me prendre de la haine. Ça sert à rien pour un post. Si je suis pas à l'aise avec le post, je publie pas, tu vois. Genre, je m'en fiche de... Il y aurait plein de posts que je pourrais faire, je pense que ça peut buzzer. Mais le coût d'opportunité de... Tu sais, ma santé mentale est trop gros et je m'en fiche. Là, sur Insta, quelque chose de nouveau, encore pour moi. Bah, Reels a 5 millions de vues. T'as forcément du... Ah ouais, là, j'ai pris... Mais sur LinkedIn, ce qui était dur, c'est que c'était des professionnels, entre guillemets. Des gens qui avaient peut-être un statut haut placé, et c'est surtout dans la place publique, quoi. T'as ton fil, tout le monde qui le voit, et du coup, s'il y a quelqu'un qui met un commentaire, c'est que il veut t'humilier, tu vois. Et le pire, c'est que quand t'as un hater qui met un commentaire, souvent t'as tous les autres qui osaient pas qui vont venir liker le commentaire du haters. Ils sont pas très courageux souvent, donc c'est ça qui est terrible. Mais là, sur Insta, j'ai eu ce problème-là en ce moment. C'est-à-dire, j'ai mis on sort un peu du cadre de travail, mais j'ai mis un post il y a 1 semaine avec un décolleté. Parce que déjà, je m'étais toujours... Enfin, c'est... Voilà, faut que je le dise parce que c'est une vérité qu'on a, les femmes. Par exemple, sur LinkedIn, ça m'est arrivé de, des fois, photoshopper mon haut pour que ce soit pas... Ou même, je me change avant une photo pour être sûre que, tu vois, on vienne pas me parler pour ça, tu vois. On vienne pas me sexualiser alors que c'est pas du tout ce que je veux sur LinkedIn.
Sur Insta, je m'en fiche. Moi, c'est du contenu lifestyle. Je mets ma vie, je m'en fiche. J'étais à Bali, tu vois. Oui, Et puis même, dans tous les cas, on s'en fout. Ah bah, t'es pas en pull écharpe, Exactement. Et j'ai mis ça. Et c'est un Reels qui a bien marché, qui a fait 7000 likes. Et les commentaires, j'avais jamais vu ça. Où c'était de l'insulte. Et j'ai eu, je pense, beaucoup d'hommes d'une cinquantaine d'années. Je pense que j'ai au moins 30 DM, 30 messages privés d'hommes d'une cinquantaine d'années, tu vois. Et je me suis dit, waouh. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est dommage parce que là, du coup, je me dis, j'ai pas envie de refaire ce type de réel parce que je sais que ça attire ce genre de personnes. Et moi, je préfère avoir moins d'abonnés que ce type d'abonnés, quoi. Et du coup, je me dis, c'est dommage parce que j'ai pas envie de me bloquer par rapport à ça parce que je sais pas, pour moi, c'est bête, mais en même temps, ça m'attire une audience que je n'ai pas envie d'avoir, quoi. Donc, je me rends. Oui, voilà, maintenant, j'ai un type d'audience, nouvellement, que je n'ai pas envie d'avoir. Des messages Insta, genre sur LinkedIn, je vais regarder tous mes messages, je les trie, je réponds à la plupart. Alors que j'ai beaucoup plus d'abonnés sur LinkedIn, mais sur Insta, je pense que je reçois 15-20 messages par jour. Et des fois, c'est très gentil, hein. Mais c'est différent. Sur Insta, les gens sont beaucoup plus... Ils vont t'envoyer un message pour rien, quoi. Enfin, pour te dire des trucs, pour réagir, Enfin, je sais pas. Alors que sur LinkedIn, c'est quand même... Donc, sur Insta, tu peux répondre par le petit cœur, là. Oui, mais en fait, ça te met... En fait, ça te met... Si tu réponds à la personne, ça la met dans tes messages. Et du coup, t'as les notifs de messages. Moi, j'aime pas avoir des messages non lus, etc. Donc, en fait, même des fois, c'est gentil, mais juste, j'ai pas envie que ça me fasse des messages, etc. Donc, sur Insta, c'est un peu... c'est beaucoup plus virulent, où on te traite. Genre, on t'insulte. Sur LinkedIn, encore, on t'insultait pas. Des fois, on te dit des trucs, voilà, mais surtout que... Tu sais, une jeune de 22 ans qui arrive, voilà, sur LinkedIn, c'était déjà pas... J'avais pas le meilleur profil, entre guillemets. Mais là, sur Insta, j'étais choquée. Et des fois, je serais juste comme ça. Et pour le moment, du coup, niveau santé mentale, je suis un peu en train d'essayer de trouver une routine parce que, pour le moment, en ce moment, la première chose que je fais, c'est je scrolle Insta, mes notifs, et je regarde les commentaires. Et dès que tu te lèves, là, ça fait une semaine que je me lève, et je vois des messages de mecs de 50 ans, quoi. Enfin, pas que de mecs de 50 ans, mais de mecs, la plupart. Et du coup, tous les matins, je bloque. Mais en fait, quand tu te réveilles et tu fais ça, je me dis... Ah, mais tu fais ça le matin? Mais oui, je sais que c'est pas bien. Mais je sais pas, t'as cette envie de voir, quoi, de pas laisser... Genre, j'ai pas envie que ce soit impunément dans mes commentaires. Je comprends. Mais bon. Ah non, mais il y a ce truc... déjà, dans l'absolu, quelle que soit l'heure de la journée, ça doit être, ça doit être trop dur de lire ça et même moi j'en ai déjà eu, mais rien du tout, tu vois, parce que j'ai remarqué que dès que tu testes des reels ou des trucs, je suis pas du tout bon sur Insta, YouTube, mais j'ai testé 2-3 trucs qui ont eu quelques milliers de vues, même pas des millions, et déjà là t'as des insultes, alors que je suis un mec blanc, enfin a priori je suis pas du tout une cible, je suis pas la cible la plus facile, et pourtant il y en a, donc je me dis mais enfin bref, on touche une population pas très courageuse et souvent les gens sont cachés derrière des pseudos en plus, mais surtout moi, mais même sur LinkedIn alors que j'ai pas trop de haters et tout. Mais si je regarde LinkedIn le matin, j'ai une boule au ventre. Ah ouais? Ouais, moi ça me met une... Je sais pas, il y a un truc où même si j'aime bien créer du contenu, j'aime bien les gens et tout, je sais que j'essaie de m'interdire d'aller sur les réseaux sociaux le matin. En fait, le fait d'être stimulé par les notifs, le fait de pouvoir potentiellement recevoir un message désagréable qui va impacter ma première heure de la journée. Et du coup, la première heure de la journée, elle est importante, elle conditionne un peu l'humeur de tout le reste. Maintenant, j'ai vachement peur de ça et j'essaie de faire super attention. Ouais. Et donc, je me dis, putain, comment tu fais pour se prendre ça dès le matin, ça doit être chaud. Je sais que c'est pas sain et que là, c'est à moi de m'imposer une discipline parce que c'est quand même violent, tu vois. Si tu te prends un truc comme ça dès le matin, c'est violent. Ouais. Et tu vois, il y a un sujet, j'aimerais bien développer, mais en même temps, j'ai peur que... je sais pas si j'ai assez traité le sujet, mais en gros... la plupart des gens disent que, tu vois, les créateurs de contenu, etc., sont un peu hors sol, qui comprennent pas le monde qui nous entoure, qui comprennent pas les problématiques de chacun, tu vois. Et moi, je pensais ça aussi. Il y a des gens, je me dis, ils sont totalement hors sol, tu vois, ils parlent de leur vie, mais c'est pas du tout la vie du quotidien des gens. Mais des fois, je me dis, en fait, je crois que c'est mieux d'être hors sol, parce que si être dans le sol, entre guillemets, tu vois, c'est faire face tous les jours à des gens qui sont tristes, du coup, qui t'envoient des messages pour te dire que du coup ta vie blablabla machin, leur vie elle est triste et machin. En fait,
être dans le sol, c'est aussi se prendre des insultes, etc. Ouais. Donc des fois, il vaut mieux être un peu hors sol et pas être au contact tout le temps de... Mais c'est dur parce que... Enfin, j'ai pas envie de devenir cette personne insensible ou même je reçois des messages... Tu sais, il y a un moment donné, même sur LinkedIn, je recevais tellement de messages que je répondais merci, merci, tu vois. Mais ça n'avait plus de... Tu sais, ça a plus une saveur d'un vrai merci. Je me dis, ah tiens, faut que j'enlève cette notif, tu vois. Je répondais merci, voilà. Alors que... Enfin, c'est nul, quoi. Mais en même temps, quand tu reçois un taux... Et du coup, là, maintenant, je commence à... Vu que quand je reçois un taux aussi de messages négatifs, de messages inutiles, je suis juste en mode, ok, impassible. Je me dis, c'est dommage parce que c'est une connexion aux vrais gens. Et on en a parlé un petit peu avant, mais du coup, là, ce que je vais essayer de faire, c'est de développer le réel, quoi. Parce qu'en réel, il y a personne... je vais dans la rue... Je vais rencontrer des gens, il n'y a personne qui vient m'insulter. Je vais mettre en décolleté, personne ne vient m'insulter. Oh, quoique à Paris, on sait pas. Quoique, mais non, mais t'as raison, dans la vie réelle. Voilà, les gens vont pas te dire ce qu'on te dit sur les réseaux. Donc j'aimerais bien développer, tu vois, me servir de mes abonnés, des rencontres sur les réseaux pour en faire dans la vraie vie, quoi. Avoir de la vraie vie, parce que sinon, on est juste... J'ai l'impression des fois d'être dans une bulle des réseaux. Parce que ma bulle, j'ai une bulle où je me fais insulter, tu vois, parce que je mets un décolleté. Genre, Et ouais, et je pense que c'est une bulle. Effectivement, c'est même pas la vie réelle. Même pas être dans le sol finalement, parce que c'est encore une autre bulle. Celle-là négative, t'as la bulle positive, la bulle négative. Mais d'ailleurs, juste, on a parlé des haters, ils sont présents et ça doit être super dur. Mais comment tu fais, parce que t'as même des sollicitations positives, j'en suis sûr. Comment tu fais? Est-ce que tu t'es mis des règles pour gérer les sollicitations, juste même ceux qui veulent te proposer, qui te disent un truc gentil, t'en parlais, merci, enfin, qui te proposent quelque chose. Comment tu fais pour gérer? Ça doit être impossible. Moi, j'ai du mal, j'ai une charge mentale à... Pareil, j'aime bien me dire, pas prendre les gens de haut et je vais leur répondre, tu vois. Bien sûr. Potentiellement dire non, potentiellement dire oui, potentiellement dire merci. Toi, ça doit être fois 12 000. Comment tu fais, quoi? Sur LinkedIn, j'arrive à gérer ça parce que j'ai décidé Avant, j'avais plein de messages, je les ouvrais et je répondais pas. Et du coup, tu sais, ça reste en tête. Ouais. Ah putain, j'ai pas répondu. Mais en même temps, ça m'intéresse pas vraiment. Mais en même temps, je sais pas. Oui. Je prends une décision, c'est que si je sais pas quoi répondre, si dans les 5 minutes, enfin je sais pas, je lis le message, pendant les 2 minutes, je sais pas quoi répondre, je sais pas, c'est trop long, j'archive, tu vois. Et du coup, c'est plus une charge mentale. Le message, je le vois plus. Et si la personne, c'est vraiment important pour elle, elle me renverra un message, tu vois. Elle m'enverra un mail, elle m'enverra sur Instagram. Beaucoup de gens sur LinkedIn m'envoient des messages sur Instagram. Mais du coup, sur LinkedIn, j'arrive à gérer maintenant à peu près. Pour les demandes, il y a souvent des demandes de podcast, tu vois. Ça, je sais pas trop encore. Je suis un peu nulle à chaque fois à dire bah non, bah oui. Du coup, je sais pas trop. Merci d'être venu sur ce podcast. Mais tu vois, je sais pas trop. Enfin, je suis encore un peu. Je suis en voyage et tout. Je suis encore un peu nulle sur ça. Et j'essaye de prendre en maturité aussi. Donc sur LinkedIn, j'arrive à peu près à gérer. Il y a des gens à qui j'ai pas répondu, mais en fait, ils sont archivés parce que soit leur demande n'était pas claire, soit on me demande des trucs. Des fois, c'est fou ce qu'on te demande. Je me dis, les gens n'ont pas d'intelligence sociale. C'est-à-dire qu'ils se mettent pas à ta place, tu vois. Ils vont me demander des trucs, mais je sais pas. Oui, c'est quoi la meilleure destination pour partir en voyage avec ma famille? Parce que c'est écrit guide touristique, tu vois. Mais du coup, c'est plein de trucs comme ça. Du coup, j'archive les questions, tu sais. Enfin, je suis en mode, ok. Sur Insta, j'ai pris la décision, tu vois, même si c'est un message gentil, des fois, c'est dans mes demandes de messages. Oui. Juste, des fois, je réponds pas parce qu'il y en a tellement et que je me dis si c'est vraiment important, la personne reviendra, tu vois. Genre, si c'est une demande, j'essaye de répondre, même en défaut en story, de faire des réponses à des questions globales, comme ça, c'est pour tout le monde. J'avoue que je sais pas trop comment gérer parce que des fois je me dis mais ça pourrait être moi la personne qui envoie un message, tu vois, qui peut changer entre guillemets la vie de quelqu'un juste avec une phrase. Donc j'essaye tant que je peux. Mais après le problème sur Insta, c'est voilà, tu réponds à un message, ça me met dans mon truc de message global et Insta c'est là-bas que je parle avec mes amis. Je parle, donc ça pollue, ça vient donc polluer ça fait un peu. Donc il y a des personnes qui sont devenues mes amies comme ça par message, enfin mes amis, des bonnes connaissances par message, mais des fois je peux pas répondre à toutes les sollicitations et surtout que sur Insta c'est énormément quoi et c'est beaucoup comment je voyage seule, comment machin. J'ai fait une tonne de contenu sur ça, tu vois, si les gens allaient et aussi bref encore autre chose, mais sur LinkedIn j'ai remarqué un truc, les gens qui viennent t'envoyer un message pour te demander de liker leur post, tu vois. Oui, ça c'est chelou. J'attends ton like et je me dis, ces gens,
je regarde pas tous mes likes, mais je suis sûre qu'ils likent pas mes posts, tu vois. Et je me dis, mais c'est fou comment les gens réfléchissent pas, tu vois. Ils vont te demander à toi de faire un truc que eux ne font pas. Genre, enfin, c'est fou, si toi, tu comprends la valeur d'un like, bah, donne des likes, tu vois. Enfin, c'est pour ça que j'aimerais faire ça, mais les personnes qui demandent ça pour un projet, pour machin, bah, allez apporter de la valeur, allez apporter du soutien à d'autres personnes, et les gens vous renverront du soutien, tu vois, en vous voyant, mais c'est un truc un peu plus long terme. Oui, c'est le principe de réciprocité, quoi, c'est juste humain, ça se met en place. En fait, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Tu donnes et puis ensuite tu reçois. Mais j'avoue qu'il y a ce truc-là et c'est chelou. Il n'y a pas d'intelligence sociale, tu vois. Genre, on pense qu'on est des bots. Enfin, je sais pas, genre, moi, tu viens avec un post, j'attends ton like. Non, enfin, genre, quoi ? Fais du bon contenu. Ouais, genre, enfin, je sais pas si c'est quelqu'un qui vient, que je vois souvent dans mes commentaires, qui me disent ah tiens Mathilde, là c'est un post important pour moi, etc. T'as aucune obligation, mais si tu pouvais, bah là ok, tu vois. Mais quelqu'un que je connais ni d'Adam ni d'Ève, coucou, j'attends ton like. Non, genre, je sais pas, les gens ne feraient pas ça dans la vraie vie, ou sinon c'est bizarre. Mais ils ont pas d'intelligence sociale avec les autres, quoi, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est un truc que j'ai observé aussi sur les réseaux, c'est qu'en fait il faudrait calquer ça dans la vraie vie, genre dans la vraie vie, tu rencontres quelqu'un une fois, tu l'as vu dans une soirée, bah tu peux lui dire hey, on s'est vu là et potentiellement lui rappeler un truc dont on a parlé, enfin rebondir, etc. Mais tu vas pas croiser quelqu'un et lui dire hey, tu peux me faire ça. Enfin, c'est trop chelou. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on ne fait pas dans la vraie vie, mais en fait, faut pas le faire non plus sur les réseaux. C'est pas parce que tu as accès à quelqu'un par message que tu vas lui faire une demande comme ça. Ça, c'est chelou. Mais du coup, t'archives. Et moi, du coup, je te cache pas que moi aussi, et pourtant, j'ai pas autant de demandes, mais parce que, en fait, sinon, c'est juste une question de santé mentale. Je me dis que c'est dire non à ça, c'est dire oui aussi aux gens qui font l'effort, tu vois, et qui méritent notre attention, parce que c'est quand même depuis le début on parle de réseaux sociaux et tout, et tout ça nous prend notre attention, et je trouve que le temps volé par les réseaux sociaux et par les sollicitations, c'est quand même un fléau du monde moderne, tu vois. Enfin, et tu me fais très envie quand tu me dis que tu vas t'organiser peut-être un mois de coupure, parce que enfin le silence et la et la reconnexion à la nature, c'est tellement rare, quoi. Ouais, pour avril, mais tu sais que j'avais même pas, on m'a proposé quelque chose, là c'est un gros projet, et c'est que hier où j'ai réagi, mais en fait ça peut être, parce que c'est un projet qui va jamais, je vais jamais autant sortir là c'est sortir, c'est pas élargir ma zone de, là c'est sortir. Tu peux pas en parler encore? Non, j'ai pas encore sorti, et j'attends, je sais pas, moi j'ai peur de l'œil, on a un teasing, ok, est-ce que ça te porte malheur aussi d'en parler avant? Ouais, je comprends. J'ai peur que ça se fasse pas et qu'après j'ai dit un truc. Ouais. Mais et oui, du coup, j'aurai pas de téléphone pendant plus de 20 jours. Et c'est que aujourd'hui, enfin non, c'est hier, j'en parlais avec un ami et qui me disait bah oui, il y aura pas de tiens, faut que je fasse ça demain. Tiens, faut que je c'est et je me dis mais c'est trop bien. Genre là pendant 20 jours, je vais juste penser à mes besoins dans l'immédiat. Je vais pas penser à l'après, à machin, etc. Bref, c'est... Et juste, je revenais sur les messages, juste parce que, en fait, je comprends aussi, il y a des gens qui envoient des messages, mais moi, que je peux comprendre parce que j'aurais pu envoyer ce message il y a 2 ans. Par exemple, il y a des gens qui m'envoient des trucs, oui, donne-moi des conseils pour voyager seule. Je suis en mode, en fait, j'ai 100 messages comme ça, je fais de la création de contenu sur ça, donc en fait, je vais pas trop faire Donc j'essaye de faire déjà du contenu que je peux envoyer, voilà. Mais en fait, moi, j'aurais pu envoyer ce message il y a 2 ans, tu vois, à quelqu'un. Je vois quelqu'un sur les réseaux qui voyait seul et lui demander, tu vois. Ouais. Donc j'aurais pu le faire. Donc je comprends la démarche, c'est juste que moi, dans ma situation, il faut que je me protège moi-même. C'est pas à l'autre. Des fois, en fait, faut pas donner la responsabilité à l'autre. Tiens, c'est la personne, voilà, ça me saoule parce qu'il y a trop de messages. C'est à ta responsabilité, c'est comme ça, de t'organiser, de te dire, ok, je ne répondrai pas, tu vois, genre, et j'enlève ça de ma charge mentale. Donc je blâme pas les autres parce que je peux comprendre. Et moi-même, j'ai envoyé un message à un créateur de contenu il y a 2 ans, et ça a changé, genre ce qu'il m'a dit a changé ma vie, tu vois. Et le message que je lui avais envoyé, c'était nul à chier, quoi. C'était un message, moi j'aurais pas répondu là maintenant. Donc des fois, c'était qui? On peut en parler ou non? Ouais, c'était Ulysse. Oui. J'avais envoyé un message par rapport à un voyage, et du coup c'est comme ça que j'ai découvert LinkedIn, etc. Donc ça a quand même eu un gros impact. Ouais.
Et je me dis, bah, du coup, si moi, je peux avoir quand même cet impact Oui, sur des gens qui m'envoient un message comme moi, j'aurais fait, faut pas, je veux pas juger les gens et des fois, je veux essayer. Mais bon, au bout d'un moment, il faut se mettre une barrière, quoi. je comprends. Merci beaucoup pour les tips, parce que ça doit pas être facile et enfin, c'est une vraie question pour les gens. Est-ce que je réponds à tout le monde? Est-ce que je réponds pas? Et je pense que faut le gérer avec soi. Euh, Allez, les dernières questions du tac au tac, parce que je veux te libérer à l'heure. Euh, J'en ai trop, mais du coup, faut que je choisisse. C'est quoi, là, on était sur des trucs un peu plus durs. C'est quoi ton meilleur moment depuis le début de ton aventure de créatrice de contenu? Depuis que tu as quitté ton stage, quoi. Ah ouais, le meilleur moment. Je sais pas trop si j'ai des meilleurs moments. J'ai un très bon moment. J'étais en septembre dernier à une conférence. C'était avec Stello, une assurance. Ouais. Et on parlait de repousser ses limites, donc c'était mon sujet. Et en fait, c'était clairement que du LinkedIn, quoi. Enfin que des Oui, personnes oui, LinkedIn, oui. donc qui me connaissaient de LinkedIn. Et en fait, c'était trop bien, parce que c'était là, c'était de la rencontre en réel, quoi. Et je suis arrivée le matin et jusqu'au soir, en fait, dès que une personne partait, enfin, il y avait une personne qui venait me voir, qui me connaissait et qui venait me poser des questions, qui venait me parler, etc. Moi aussi, j'allais voir d'autres personnes, hein. Et en fait, c'était trop bien. Enfin, c'était épuisant parce que moi, je suis une introvertie, donc à la fin, j'étais lessivée. Mais c'était trop bien. Je me souviens même, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Et je me dis, ouais, ok. Parce que des fois, tu vois pas l'impact que tu as. Moi, je me dis, je fais que des posts, tu vois, je sauve personne. C'est pas... Et je fais des posts qui parlent de moi en plus. Donc je me dis, des fois, j'ai du mal à comprendre l'impact que ça peut avoir sur des gens. Et du coup, voir des gens en réel qui te le disent, parce que, ouais, en fait, ça revient à ce qu'on disait. Quand on te le dit par message, oui, grâce à toi, j'ai voyagé solo. Ah, trop cool. Je suis en mode, Ouais, ah, trop cool. Bah, on me l'a envoyé d'autres fois, tu vois. Donc, enfin, je suis en mode, je suis vraiment contente, mais tu sais, ouais. t'es derrière ton écran, t'es dans ton moment de répondre aux messages, donc C'est c'est une un peu notif une de to-do plus, quoi. list, quoi. Ouais. Voilà. C'est une to-do list. Et oui, ce que je fais jamais, c'est répondre directement, tu vois. C'est je me cale des créneaux. Bref, et du coup, là, cette personne qui me le dit en vrai, je me dis, ah, tu sais, c'est une personne, c'est tangible, enfin, Ouais. puis c'est une personne sympathique, enfin, tu te dis, ah, cool, quoi. Genre là, il y a. Ouais, ça, c'est de la création de contenu. C'est pour ça que je veux faire ça cette année et que je me suis posé aussi la question de Paris, parce que Paris, c'est trop cool pour ça. À chaque fois que je viens, je rencontre des personnes. C'est trop cool, ça me fait avancer, ça me fait un petit coup de boost, quoi. T'es en mode, ah, cool. Là, je peux retenir 2 semaines sur les réseaux et comprendre que ça a un vrai sens. Des fois c'est difficile de trouver du sens, tu vois, dans ce que tu fais. Je fais des posts sur moi, je fais des reels un peu en mode des vidéos un peu à l'arrache, tu vois. C'est difficile de trouver du sens là-dedans. Donc quand tu vois des personnes en réel qui te disent vraiment ce que ça leur a apporté, c'est trop cool. Ouais, que ça crée de la relation dans la vie Ouais. réelle. Ah, mais trop cool. Et allez, dernière question. Si, bah, avant dernière question, est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose? Oh. Euh, Euh, Ah, je sais pas du tout. Il y en a peut-être pas. Non, il y en a peut-être pas. Euh, il y a peut-être un sujet sur lequel, en gros, quand on a parlé du temps de travail, Oui. moi je suis encore en train d'expérimenter ça, mais des fois j'ai du mal à comprendre comment, je sais pas comment exprimer ça, à comprendre comment je dois allouer mon temps de travail. Par exemple, j'ai bossé, tu vois, 3 mois sur un produit, et du coup je me dis, ah ouais, donc là ça va me faire vivre, enfin ça va pas me faire vivre, enfin on verra au lancement, tu Je te vois. le souhaite, Ouais. franchement, que ça explose. Oui, mais ça, enfin, ce sera quelque chose qui sera pendant des années, je pense. Tu vois, j'ai construit un truc, etc. Et des fois, c'est hyper difficile, tu vois, d'être stable sur ça parce que t'as un revenu. Enfin, là, quasiment tout coupé, tu vois, pendant 3 mois pour faire ça. J'avais juste quelques services à côté, mais c'était difficile. Et je sais pas où je vais en venir. Si tu veux juste un partage, tu vois. Ouais, mais un partage sur le temps de travail, Ouais, ouais. ouais, ou du coup, tu vois, je sais pas, l'activité d'entrepreneur, enfin, moi, ma vie est fondamentalement instable. Et ça qui est difficile, et je commence à comprendre maintenant. Avant, je me disais, mais franchement, comment les gens font pour être salariés, quoi, genre, enfin, je comprends pas le principe, enfin, le principe. Mais en même temps, là, je me dis, mais comment les gens font pour être entrepreneurs? C'est si difficile.
les deux sont difficiles en fait. Il n'y a pas, tu vois, un chemin qui est plus facile. Et pareil, je me plains pas du tout, mais pour la création de contenu, en fait, c'est difficile, tu vois. Ça paraît si facile que tout le monde peut le faire. On a des privilèges, des avantages, etc. Par exemple, je me lève à l'heure que je veux, je peux organiser mon planning comme je le veux, mais en même temps, je travaille tout le temps, tu vois. Genre, il n'y a pas un moment où je pense pas. Oui, la notion de week-end, tu disais, tu l'as pas. Non, j'ai pas ça. Donc, même, tu vois, en avril, là, je pars un mois, je pense un peu création de contenu, tu vois. Je me dis, comment je vais faire pour avant, après, tu vois. Tu auras droit à quand même à un carnet, à ton carnet. Mais tu pourras écrire. J'ai demandé, et on m'a dit que j'aurais même pas le temps pendant un mois. Ok. Bon, c'est quand même un gros teasing. Je vais bientôt faire un post, je vais chercher un sponsor pour cette aventure, je crois. Donc, je vais bientôt en faire un post, donc on verra ça. Mais ouais, c'est le plus gros projet de ma vie. C'est un truc qu'on m'a demandé alors que j'en avais même pas encore rêvé. Donc, c'est vraiment trop bien. Ok, bon, on en saura. Ouais. Peut-être qu'au moment où l'épisode sera sorti d'ailleurs. Mon post, si je mets pas un mois à l'écrire. Ouais, non mais voilà, sûrement. Donc en fait, on aura eu la réponse. Ouais. Donc les amis, regardez sur le profil de Mathilde, la réponse, elle est déjà. Au moment où l'épisode est sorti, vous avez la réponse, alors que moi là, pour moi, c'est terrible quoi. Je te le dirai après. Et ouais, en off. Je vais peut-être l'avoir en off. Ouais, et ben pour terminer à l'heure, quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, alors peut-être pas de te joindre du coup, mais en tout cas de te suivre, de suivre tes aventures et potentiellement de bosser avec toi? Le meilleur moyen de me suivre, c'est sur LinkedIn, Instagram et newsletter. La newsletter, vous la retrouvez dans mon profil LinkedIn. Donc mon LinkedIn, c'est Mathilde Cossé. Vous pouvez évidemment m'envoyer des messages, j'ai pas de problème avec ça. Sur LinkedIn, même, j'en ai pas tant que ça maintenant. C'est pas ingérable du tout. Je suis toujours contente de recevoir des messages, des choses constructives. Par exemple, j'ai sorti YouTube aussi, tiens, j'ai totalement oublié ça. Mais... YouTube, je vais tout mettre dans les liens lien de la description. Oui, j'ai fait une vidéo YouTube, une interview que je vais faire chaque année. C'était totalement lunaire. Je sais pas pourquoi. Même, j'avais ma vidéo YouTube et pendant une semaine, j'ai oublié que j'avais cette vidéo. Je me dis, faut que je la poste. Et pour la poster, j'ai dû me créer un compte et tout. Et je me suis dit, mais je suis tellement à côté de la plaque niveau YouTube. Mais c'était drôle, voilà. Du coup, c'est mes réseaux principaux. Vous pouvez m'envoyer des messages. J'ai pas de... Pour me poser des questions, je sais bien poser, il n'y a pas de problème. Et pour bosser avec toi, on le trouve aussi sur les liens, on les trouve sur LinkedIn, etc. Aussi, je fais beaucoup de sur-mesure. C'était aussi Bref, c'est un autre sujet, c'est un truc un peu plus global, mais niveau business, c'est hyper difficile quand t'as ce genre, par exemple, en avril, je suis un mois pas libre, pas... Oui. Ça, c'est hyper difficile. Bah ouais, et du coup, pour, par exemple, de l'accompagnement, je suis obligée de prévoir, tu vois, dire, non, en avril, ça s'arrête, donc quand je vais rentrer, il faudra... Surprise, tu vois, bref. Oui, du coup, venez me voir en DM privé, sinon j'ai quelques liens sur mon profil LinkedIn, et je pense que peut-être quand ton podcast sortira, j'aurai sorti un nouveau produit. Là, on est en février. Je pense que je dois avoir à peu près 2 mois d'avance sur les épisodes. Mais non. Ah ouais En fait, là, j'en sors que 1 tous les 15 jours. Okay. Je vais peut-être changer là. Avant, j'en faisais 1 toutes les semaines. Là, maintenant, c'est 1 tous les 15 jours. Parce que depuis que je passe en studio, c'est un peu plus de taf et tout. Et donc, ça va vite, en fait. 4 épisodes, c'est 2 mois. Et donc, je pense qu'on est à peu près là. Enfin bref, tu me dis. Ah ouais, du coup, je serai en avril, je serai en plein... Je serai même pas dispo dans... Non, alors on s'arrangera pour faire en sorte... je suis libre, c'est mon podcast en vrai. C'est juste que si je les sors les uns après les autres dans l'ordre d'enregistrement, ça fait ça. Non mais on s'arrangera, je le sortirai pas pendant que t'es pas là, avec les gens qui disent « super Mathilde, le podcast » et toi t'es pas là du tout. Non, on va s'arranger. Merci. Tout ça, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, merci beaucoup, Mathilde, pour ton honnêteté, ta transparence.